Radio Nova, la dernière. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans la dernière en direct et en public, comme vous pouvez l'entendre. Au Théâtre Européen à Paris, merci pour cet accueil chaleureux dans les deux sens du terme. Merci à vous, merci l'Européen. Nous sommes le dimanche 24 mai 2026, c'est la journée mondiale du bricolage, figurez-vous. Mais oui, et il y a beaucoup de gens qui bricolent en ce moment. Il y a l'avocat de Patrick Bruel qui bricole pas mal. Il bricole une défense. Bon, tu sens que c'est un peu la même que l'OM cette année. Non, attendez, Patrick, il a glissé sur sa tub. Puis c'est un grand chanteur. Il a écrit Place des grands hommes. Place des grands hommes. Il y a François Ruffin qui bricole aussi. Il bricole. Un petit costume de super-héros. Bon, il taille un petit peu grand le costume pour François, mais il faut croire en ses rêves. Et il a raison, François. Regardez, Nathalie Saint-Cric, elle a une carte de presse. Tout est possible dans la vie. Elle est là en tout cas, elle, notre super-héroïne, la Goat Woman, mi-femme, mi-chèvre naine, Juliette Arnaud. Bonjour. Oui, avec ta petite cape en poil et tes petits sabots. Ça va, Juju? Ça va très bien. Impeccable. Lui, c'est notre héroïne. Ses chroniques s'écoutent en intraveineuse. Émeric Lompré est là. Bravo. Ça va, Émeric? La pêche. La grosse pêche. La pêche. Et lui, c'est un super-héros de l'amour et de la paix. A peaceman. Parfois aussi un cuve à peaceman. Pierre-Emmanuel Barré. Bonsoir. Il est là. Ça va, Pierrot? Tout va bien? Bien sûr, toujours. Toujours. J'ai trop chaud, mais ça va bien. Beaucoup de chaleur. Nous rejoindrons pendant l'émission Arnaud Aymar, Audrey Vernon et Célia Pelluet pour leur chronique. Et on est parti, 18h02 déjà. On répond à vos questions que vous nous avez envoyées. Je rappelle l'adresse ladernière@radionova.com. Oui, et on commence avec une question de Christophe. Bonjour, je me suis toujours demandé si vous testiez vos chroniques entre vous avant l'émission ou si chacun les découvre en direct comme nous. Bonjour Christophe. Alors non seulement je ne découvre pas les chroniques avant l'émission, mais je ne les découvre pas non plus pendant l'émission. À chaque fois qu'Émeric ou Guillaume prennent la parole, Malo, notre réalisateur, a la gentillesse de diffuser Rire et Chanson dans mon casque. Sinon, ça m'agace trop. Pour Juliette, c'est différent, car elle, je la respecte. Quand c'est l'heure de sa chronique, Malo me met un podcast de Mona Chollet. Voilà. Connard. Allez, on enchaîne avec la question de Myriam. Bonjour l'équipe. Si chacun d'entre vous devait rencontrer son idole dans l'émission Fan 2, ce serait qui? Mais enfin, Myriam, non, être fan, c'est un truc de jeunes gens, et nous, on est vieux. Surtout moi, certes. Mais j'ai fouillé nos jeunesses, et Guillaume était fan de Bertrand Cantat et de Onfray, Émeric, c'était Sarkozy, Pierre, c'était Michel Sardou, et moi, c'était R. Kelly. C'est bon, je rajoute pas de blague? Non, ça ira. Bon. Pour finir, je crois, Myriam, tout est vrai, hein. Pour finir, je crois, Myriam, que vous confondez l'émission Fan 2 avec l'émission Star à domicile. Et Star à domicile, c'était présenté par Flavie Flamand. Alors, j'en profite. Flavie Flamand. On embrasse. Et on passe à la question de Benoît. Bonjour, la dernière. Quelle est la meilleure lecture du moment? Le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy, En homme libre de Gabriel Attal ou Les aventures de François Ruffin, député reporter? Alors, Benoît, je te conseille plutôt le futur livre de Gilles Lelouch, qui s'appellera, oui, Questions orientées, le nom du livre, qui fera la liste de toutes les questions orientées qu'on lui a posées, de type, vous incarnez Jean Moulin, qu'est-ce que vous pensez des nazis? Un peu orienté, hein, et pas facile à répondre. Vous incarnez Mengele, alors, gros méchant ou personnage tourmenté? Pas évident. Vous incarnez un moustique, pour ou contre le palu? Passionnant, livre passionnant. On enchaîne avec la question de Chloé. Hello, que feriez-vous d'un invité qui aurait pour invité de l'invité Sophia Aram, Jordan Bardella ou Éric Zemmour? Ouais. Très très bonne question, Chloé. Alors je crois qu'on ne pourrait pas refuser, pas vrai les copains? Ben non, on peut pas. Hein, voilà, car nous sommes tous de gauche et ouverts d'esprit, sauf un. Wow. Cependant, cela ne nous empêche pas d'installer une petite trappe en dessous du fauteuil de l'invité. Et à l'aide d'une ficelle invisible, Pierre, est-ce que tu peux faire la ficelle invisible? Oui. Wow. Et hop, ça dégage. On l'avait déjà fait avec l'invité de Cécile Duflot. C'était Édouard Philippe. Ah oui, exact. Vous avez vu Édouard? Non. Parce qu'il y avait la trappe. Ouais, c'est très, très efficace. Incroyable. Passons à la question de Mathieu. Bonjour la dernière. Dans l'une de ses chroniques, Juliette a cité Le loup et le chien en lisant un extrait de cette fable. Mon fils de 10 ans était justement en train de l'apprendre à l'école. Pour le motiver, je lui ai fait écouter la chronique. Et cela a très bien fonctionné. Il a obtenu 20 sur 20 en récitation.
Du coup, pourrais-tu parler du dormeur du Val d'Arthur Rimbaud dans une prochaine chronique? Bon, alors dans une prochaine chronique, non, parce que là, je vais pas pouvoir. Donc, en fait, c'est très simple. Le Dormeur du Val de Rimbaud, c'est comme une scène de cinéma. Il y a d'abord un plan large avec un coin de rivière tout vert dans laquelle le soleil luit. Ça zoome sur un jeune soldat qui est couché. Ça zoome encore, il semble sourire. Non, mais peut-être il a froid. Et là, les questions se résolvent quand le plan enfin est net, quand le point est fait. Rimbaud écrit « Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine. Tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. » Et maintenant, charge aux profs des écoles d'expliquer aux enfants la mort, la guerre et toute l'horreur du monde. Vous êtes payés combien déjà, les profs? C'est pas assez. Oh, il y en a. Là, on sent le petit frémissement de l'éducation nationale dans le public. On enchaîne avec la question de Tim. Bonjour l'équipe. Non, je pense pas. Non, c'est Tim. Voilà. Bonjour l'équipe. Voilà. Question cuisine. Une tarte au concombre est-elle plus subtile qu'un article du Point? Ah, salut Tim, merci pour ta question. Alors, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour parler de subtilité. Certainement pas. Ouais, mais je vous rappelle que Caroline Forest donne son avis sur l'humour. Donc, à un moment donné, on en a rien à foutre. Allez, Tim, Le Point, je rappelle, c'est cette revue qui touche des millions d'euros en argent public au titre de l'aide à la presse écrite pour faire des unes sur le gaspillage d'argent public. Donc, sur l'échelle de la subtilité, on est au niveau Patrick Sébastien qui reprend du Francky Vincent. Donc, je dirais, victoire de la tarte au concombre. Prochaine étape pour elle, plus ou moins de charisme que Bernard Cazeneuve. Ça s'annonce extrêmement serré. On enchaîne avec la question de Justine. Alors, j'ai acheté un billet pour le spectacle d'Emeric à Penmark. Pamar. Le 17 octobre, en Bretagne, le 17 octobre. Et j'étais super contente. Sauf qu'hier, je me suis rendu compte que le 17 octobre, j'allais voir Céline Dion en concert à Paris. Ah là là. Bref, je ne sais que choisir. Aidez-moi. Bonjour Justine, Céline Dion, bonne journée. Parfois, la réponse est simple. Oh, bien. Bien la mentalité, bien. On enchaîne avec une question de Emeric L. Bonjour, je suis victime de harcèlement au travail, que faire? Cher Emeric, n'en veux pas, Pierre-Emmanuel. Sa vie est bien triste, il est vieux, il n'a aucune vie sociale. 2 enfants qui accusent un léger retard mental et il n'a aucune autre discrétion que de cracher son venin sur ses camarades. Très bien, on enchaîne avec une question de Guillaume. Quel vilain prénom. Guillaume, ça coule. Guillaume, on dirait un bruit d'intestin qui tombe par terre. Frère Guillaume. Si c'était une maladie, ce serait un truc gastrique certainement. Guillaume, ça dégoûte, berk. Allez, la question. Ça y est, c'est bon? Oui. Ok, je peux y aller? Bien sûr, Guillaume. Bah, tu vas pas t'y mettre non plus, toi. Salut la dernière. D'après une chronologie de Pierre-Emmanuel datant de mai 2025, Emeric doit passer de vie à trépas le 24 mai 2026, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc la question c'est, Emeric, comment ça va? Ne bouge pas, Emeric, ne te fatigue pas, je réponds. Je réponds parce qu'Emeric ne va pas bien, malheureusement. S'il n'est pas encore mort, c'est tout comme... Regardez, j'ai reçu ses analyses, tout dépasse la norme. Regardez-moi cette épave, c'est triste. Moi, je l'ai connu, il était... Bon, elle était déjà comme ça, parce qu'il a toujours été comme ça, mais ça fait de la peine. La cérémonie aura lieu à l'église Saint-Michel à Lille dimanche prochain et sera suivie d'une grande fête, parce que la vie continue, hein. Je pense que c'est ce qu'Emeric aurait voulu, petit ange, parti trop tard. Trop tôt. Pardon, trop tôt. C'est ce que je voulais dire. Mais attends. On l'applaudit parce qu'il doit nous entendre de là où il est. Je suis là. Allez, on passe à la question de Pierre. Ouais, je suis très occupée en ce moment, pas eu le temps d'écouter votre dernière. Ça serait possible de me dire quels sont les meilleurs moments, parce que j'ai pas que ça à foutre non plus. Bonjour Pierre. Ah, une question de Pierre, trop nul ce prénom, c'est un prénom de caillou. Bon. Pierre, je ne vais pas te dire quels sont les meilleurs moments de cette émission. Il n'y a que des meilleurs moments, sauf un truc. Mais je peux vous faire un résumé si tu veux. Alors, je fais un résumé, c'est parti. Top. Bonjour la dernière, ça va? Tout de suite l'invité. Alors vous êtes de gauche comme nous, trop cool. Bah oui, on est d'accord avec vous. Maintenant la chronique de Pierre. Ah, la chronique de Juliette, les garçons. La chronique de Guillaume. Et maintenant l'invité de l'invité. Mais non, carrément, 2 hectares de pommes de terre. Oh là. Et on va faire un appel au don. Et maintenant, pub. Et maintenant la chronique de Emeric. Alors là, je peux pas résumer, je vais la faire en entière. Non. On ne taille pas un diamant. Bon. Alors, si, allez, en fait, l'actualité est chaude. C'est ça qu'on fait avec un diamant, en fait. Littéralement, on le taille. On le taille, hein. Ouais. Tu fais du manspreading. Allez, Emeric. Allez, l'actualité est chaude. Et non. Parce que quoi? Pub. Non. La dernière.
Nova. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Il est 18h14, l'heure d'accueillir notre invité de la semaine. C'est une collègue de Léa Salamé et de Pascal Praud. Mais elle a autant de points communs avec eux que moi avec un abonnement Basic Fit. Elle est journaliste, elle est vraiment journaliste. Elle est surtout reporter. C'est Khadija Toufik qui est avec nous. Salut Khadija. Bienvenue Khadija. Salut. Tout va bien? Tout va bien? Ouais. T'es bien installé? Ouais, super. Est-ce que ma présentation te va? Ouais, j'ai commencé avec Léa Salamé et Pascal Praud, c'était un petit peu dur. D'ailleurs, j'ai envie de commencer par une question simple, mais pas tant. C'est quoi pour toi ta définition de journaliste? Eh bien, un journaliste se doit d'aller sur le terrain, à la rencontre des populations, qui plus est lorsqu'elles sont opprimées, qu'elles font face à un génocide ou à des attaques d'une armée. Il me semble quand même important, quand on est journaliste, d'aller sur le terrain pour aller vérifier justement des informations, les recouper, interroger justement ces personnes qui sont quand même au cœur du sujet et ensuite retranscrire, raconter, rapporter. C'est principalement ça. Pour moi, le journaliste se doit d'aller sur le terrain. Là, ça élimine déjà pas mal de... On fait un qui est un peu dans notre tête. Non, mais ça fait surtout qu'en fait, en gros, l'intégralité des gens, enfin, les gens qu'on identifie comme journalistes, qui nous sont présentés dans les médias mainstream comme journalistes, à tes yeux, n'en sont pas. Enfin, si on suit cette définition, ils font un autre métier. Il y a des personnes, par exemple, il y a des rédacteurs en chef qui ont été sur le terrain, qui ont travaillé des années sur des terrains dits difficiles, compliqués, en conflit. Mais effectivement, je pense qu'il faut quand même y retourner de temps en temps quand voilà, on est rédacteur en chef. Il faut quand même sortir un petit peu de sa rédaction, de son bureau et aller voir ce qui se passe autour. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces grands médias mainstream sont aussi à côté de la plaque, malheureusement, décalés et n'ont pas du tout conscience de ce qui se passe véritablement dans la vie des gens. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce boulot-là? Déjà, est-ce qu'on peut faire la différence entre journaliste et reporter, ou on s'en fout au final? Pour moi, c'est pareil normalement. Ouais. Ça devrait être pareil. Parce qu'on entend même parfois grand reporter. J'ai jamais pigé ce que ça voulait dire. Je pense que c'est pour se la raconter. Ouais, un petit peu, je pense. Alors, revenons à ma question de base. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de faire ce métier-là? Moi, j'ai grandi dans une cité à Toulouse qui s'appelle Ampalo. Et justement, ce que je voyais à la télé, on regardait beaucoup les journaux télévisés avec ma mère. Et effectivement, il y avait personne qui nous ressemblait. Donc, on se demandait si on existait, si on avait le droit aussi d'exister, si on était légitime pour qu'on puisse raconter nos vies. Et donc, je me disais peut-être qu'un jour, je serais journaliste pour aller raconter la vie de celles et ceux qu'on oublie, qu'on efface, qu'on invisibilise. Et voilà, c'est resté de... Merci. Et oui, pardon, tu voulais continuer? Je disais, c'est resté dans un petit coin de ma tête. Ouais. Mais vu que je voyais que des personnes blanches, des blondes, etc., je me disais que peut-être que j'avais pas forcément ma place. On regardait beaucoup le journal de Claire Chazal, Patrick Poivre d'Arvor. Patrick. Encore un Patrick. C'est vrai. C'est ça. C'est une malédiction. Tu te dis, tu ressens pas du tout à ces personnes. Et en plus, nous, on vivait vraiment. Voilà, franchement, je suis très, très contente d'avoir grandi dans cette cité-là parce qu'on a grandi avec plein de personnes différentes, des cultures différentes. À l'époque, on appelait ça pas la génération, mais enfin voilà, Black Blanc Beurre, quoi. C'est ça. Mais du coup, j'ai vu plein de choses et je me disais ça va être très compliqué d'arriver dans ce métier-là, vu notre situation, vu l'échelle. C'est très compliqué en fait d'accéder à ce métier. L'ascenseur social l'ascenseur social pas de ouf, exactement. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même faire des études de commerce au cas où pour verrouiller. En fait, j'ai fait du commerce international. D'accord. Pour verrouiller un avenir, parce que je me disais quand même... Au cas où ça foire, tu feras de l'oseille. Au moins, il faut que je fasse de l'oseille, c'est ça. Et du coup, voilà. Et à un moment donné, tu t'es dit que tu allais raccrocher les wagons. Et là, tu as fait une prépa qui a un nom magnifique qui s'appelle, pour préparer les concours d'école de journalisme, qui s'appelle la prépa littéralement La Chance. Oui, La Chance pour la diversité dans les médias. Ah, ouais. Voilà, donc c'est une prépa, mais qui est destinée en fait aux étudiantes boursiers, boursières.
Et donc, il faut être boursier pour y accéder. Et donc, effectivement, moi, j'étais boursière. Et voilà, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a beaucoup de Noirs, d'Arabes ou d'Asiatiques, quoi. Ouais. Ou LGBTQIA+, également. Ça reste encore très blanc. Et tu as fait des stages, tu as commencé à France Télé? Ou Ouais, en tout moi, cas, tu as j'ai- fait des stages à France Télé, ouais. Ouais, en fait, j'ai intégré l'Institut pratique du journalisme de Paris-Dauphine et Ok. en alternance à France Télévisions, service économie. Donc, ça m'a servi de faire de l'écho, de faire du commerce international. Et je suis arrivée, Ah en ouais. fait, aux journaux télévisés de France 2 et France 3, au service écho, quoi. Et quel souvenir t'en gardes alors quand tu as débarqué là-dedans? T'avais quel âge déjà? J'avais, je crois, 26, 27 ans. Ok. Aujourd'hui, j'en ai 30 et la pompe à essence, beaucoup. Les œufs, la pénurie des œufs, l'huile de tournesol. En fait, Ah oui, c'est t'en des as pas des sujets- souvenirs périssables quand En même. fait, c'est des sujets qui reviennent très Ouais. souvent. Ouais. C'est toujours les mêmes sujets. Alors, la première année, on découvre beaucoup. Mais en fait, la deuxième année, on se rend compte que c'est vraiment les mêmes sujets. Puis, je garde aussi des souvenirs, de très beaux souvenirs avec des confrères, des consoeurs. Et de mauvais souvenirs aussi. Mais je vais pas refouiller dans tes souvenirs, mais par rapport à l'image que tu avais de ces médias-là, de ces grands médias que tu regardais, de ta banlieue à Toulouse, est-ce que ça t'a, je sais pas, démystifié l'image que tu en avais, ou tu t'es dit bon bah finalement c'est que des gugus qui, Ouais. voilà. Ah oui, j'ai compris pourquoi c'était aussi nul, en fait, les JT. Voilà, d'accord. J'ai compris. Ouais, J'ai ouais. compris. Je me suis dit, mais et puis nous, on arrive avec plein d'espoir. On a des étoiles plein les yeux. On se dit qu'on va essayer d'y apporter notre touche. Et en fait, pas du tout. C'est très compliqué. Alors, je pouvais proposer des sujets, on va dire qui me ressemblaient un petit peu, mais c'est très difficile de les amener. Et puis, il y a aussi ce formatage dans ces grands médias, dans ces grandes rédactions. On sent que, voilà, il faut se conformer au code, etc. Il faut penser comme tout le monde. Il faut rire aux mêmes blagues alors que c'est pas drôle. Enfin, voilà. J'ai pas du tout. Ici voilà, aussi, je- hein. C'est un peu je sais pas, en fait, c'est comme si on essayait de nous retirer notre personnalité un petit Ouais. peu, cet esprit, cette âme qu'on a. Et justement, le journalisme, c'est représenter la société, les citoyennes, il faut qu'ils puissent se reconnaître en nous un petit peu. Et le journalisme, c'est ça, en fait. On est censé être les lions de garde de la démocratie. Et on se doit de représenter l'image du citoyen et de la citoyenne. En théorie, oui. En pratique, En on va. théorie, ouais, mais ouais, du ouais. coup, en fait, tout le monde pense pareil. Donc, Ouais, c'est ouais. pas du journalisme. Merci beaucoup Radija, on va en parler, on va parler de ça jusqu'à 20h10. On va se faire une petite pause musicale et c'est Enrico Macias que nous allons retrouver. Non. Non. Alors oui, Ouais, non, Guillaume, c'était mais ça pour voir c'est dans, si les gens étaient c'est- bien réveillés. C'est dans ton. Alors il va y avoir Enrico Macias, mais Ah ça bon c'est dans ton monde imaginaire de dans ta tête. Dans la réalité, celle que chérit notre invité, on va écouter le tube Sympathy for the Devil des Rolling Stones qui date de 68. Ah oui. Mais là, attention twist, il est reproduit par le duo The Neptunes en 2003. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité Radija Toufik. Et il nous a rejoint, un tiers poète, un autre tiers poète aussi, un dernier tiers cheveux au vent. Notre poète à moumoute, Arnaud Aymar est là. Mais je crois que ce n'est pas Arnaud Aymar. Non, Je crois que c'est Jean-Noël Mistral qui le remplace. Quoi? C'est Jean-Noël Mistral, vous êtes là, Jean-Noël? Oui. Oui, Je excusez-moi. faisais la pub de Loulou. Bonsoir. Je suis Jean-Noël Mistral. Oui, je oui, suis. Les gens n'aiment pas là. Je suis Jean-Noël Mistral, poète de tout, poète de jardin, des meubles de jardin, donc, des cerises, du bœuf. Là, c'est un conte qui s'appelle Enfant maudit. C'est pour vraiment casser l'ambiance de gauche. Qu'on se retrouve vraiment dans la vraie vie des contes. L'enfant maudit Waouh. de Jean-Noël Mistral. Une fois, chut, une fois, en Camargue, dans la vase, dans les marécages noirs, il y avait un enfant maudit. Et on entendait sa plainte lugubre dans tous les villages fascinants. Ça fait peur, hein? Dès que l'on entendait son cri, tout le monde se figeait de peur. Chacun... J'arrive pas à lire. Chacun... Arrêtez de jouer aux cartes où les enfants ne jouaient plus, les yeux agrandis par la peur. Il y a une voyelle, la peur. La bouche béante, laissant couler des torrents de fils de bave jusqu'à se noyer. J'en aime pas trop. Les bougies s'éteignaient de peur et les chiens se recroquevillaient sur eux-mêmes, tant que certains rentraient tellement bien leur tête dans leur cou qu'ils arrivaient à les rentrer d'entre leurs testicules. Bof. Un jour, vers 5h, ou 17h, ou 15h,
Une petite fille est sortie de la maison et elle alla voir l'enfant maudit. Elle le vit près d'un arbre. Il était un haillon, avec des griffures sur tous les bras et ses yeux étaient 1000 fois cerclés d'inquiétude. Et sa bouche était cousue... Non, il avait une bouche. D'où sortaient ses dents comme une lamproie. Pourquoi pleures-tu dit la petite fille. Parce que je suis un enfant maudit. Et que je ne sais pas faire mes lacets. Alors la petite fille lui refuse ses lacets. Alors l'enfant maudit dit merci. Et sauta et tapa la petite fille en bondissant. La petite fille ne pleura pas. Et elle rentra au village. Et là, elle fut félicitée par l'ensemble de la population. On l'asseya et on lui a donné des colliers. Bravo, dirent les... Bravo, tiens, prends cette flûte de pan. Tiens, de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, j'en avais jamais mangé. Et certaines vieilles dames lui réparaient son œil au beurre noir avec de l'houmous ou de la tapenade ou du taboulé médical. Quelques semaines plus tard, on entendit... Je me suis planté. Quelques semaines plus tard, on entendit encore le gémissement de l'enfant. Alors, la petite fille ressortit de nouveau. Mes lacets font de l'effet. Je vois, dit-elle. Tu peux me les refaire? Ben, la dernière fois, tu m'as quand même tapé. Je le ferai plus cette dernière fois. Alors, elle lui refait ses lacets. Vous pouvez regarder vos SMS. Hein. Mais la petite fille méfiante, la petite fille était méfiante. Il essaya de nouveau de la taper, mais elle avait évité. Et comme elle était méfiante, elle avait attaché les lacets les uns avec les autres. Alors, l'enfant, au bout de 4 ou 5 pas, ou 10 pas, ou 13 pas, ou même 7 pas, trébucha et se prit un arbre. Et il était mort. Non, il n'était pas mort. Tu m'as encore tapé, dit-elle. Et lui, je parce que je suis maudit. Mais pourquoi pourquoi tu es maudit? Parce que les gens du village m'ont rejeté. Parce que j'étais un haillon. Et ensuite, mes parents m'ont oublié dans le brouillard. Et parce que ils m'ont perdu dans le brouillard et ils sont tombés dans une falaise. Hein, c'est impossible. On est en Camargue. Le ciel... Il n'y a pas de falaise. Le sol est argileux et limoneux. Si dans les brouillards maudits, il y a des falaises. Alors j'ai dû me retrouver tout seul. Et là j'ai mangé des frères. Et là, c'est un pro. Alors, j'ai rencontré une chèvre qui avait une tête de mort. Elle m'a donné du lait. Quoi? Tu as rencontré la chèvre maudite? Oui, je l'ai rencontrée. Bon, eh ben, je vais te... C'est bientôt fini. Je vais te démodifier. Et ainsi, la petite fille prit un bâton, elle fit des cercles dans le ciel. Plou, plou, plou. Fulmigation, stagalination, inhalation, sinusite, bonbon, bonbon, bonbon. Ah, princesse bonbon, oui. Princesse bonbon, oui. Je suis princesse bonbon. Princesse bonbon, padam tam tam, princesse bonbon, princesse bonbon. C'était la princesse bonbon. Alors l'enfant maudit était démodifié et il coura dans le brouillard, mais malheureusement elle tomba dans une falaise. Mais... Et il mourut. Non, il ne mourut pas. Il fut écrasé à plus de 300 mètres de bas. Et il fut accueilli dans un monde en 2 dimensions. Et là, il revit ses parents qui avaient été écrasés. Vous vous rappelez du début? Il rappelait « Papa !»« Oui, c'est moi. »« Maman !»« Oui. » Et tout c'était bien, qui finissait bien. Princesse Bonbon dit aux villageois « Bon, je dois partir. Je dois m'en aller parce qu'il y a une cigogne qui s'est prise dans un store. » Bon, au revoir. Et vous, arrêtez de maudire les gens. Et surtout, ben oui, on a bien vu que c'était pas bien. Oui, et arrêtez ça. Et au moins, aidez-les, les enfants maudits. Oui, on va le faire. Et plus personne ne vote la Front National. Jean-Noël Mistral, incroyable, merci beaucoup. Arnaud Aymar, qu'on retrouve en spectacle le 13 juin avec Paco chante la paix. Au Théâtre Solo à Paris et les 6 et 7 juin avec les aventures de Robin des Bois à jouer les tours. Merci Jean-Noël, poète de cours. Nous sommes poète de pas court finalement.
Nous sommes toujours avec notre invité Khadija Toufik, journaliste de pas court non plus. On a parlé de ton début de carrière, de ton école de journalisme et de ta volonté d'écrire le réel. Il se trouve qu'assez tôt dans ton parcours, tu as été te confronter au réel, et pas n'importe lequel, en Cisjordanie. Est-ce que tu te souviens de ton arrivée là-bas et de ta volonté à l'époque? Oui, alors... La transition est un peu dure. Tu peux prendre un peu ton temps. Ouais. Non, mais j'ai commencé en fait à y aller en juin 2023 parce que j'avais réussi à décrocher des congés à France Télévisions parce qu'à l'époque, les alternants n'avaient pas droit aux congés. Enfin, c'était un non-dit, mais on nous le faisait comprendre, quoi. Donc, toi, t'as négocié, t'as dit... Voilà, c'est plus que ça. Et je suis allée voir la direction en me disant que c'était un peu illégal. Et donc, voire complètement. Voilà. Voire complètement, effectivement. Et donc, j'ai eu donc la chance d'avoir une semaine en juin 2023. Donc, j'y suis allée et 2 semaines en juillet 2023. Mais en fait, j'y allais vraiment en tant qu'observatrice. Voilà, j'y allais pas forcément avec une idée en tête. Je savais pas trop ce que j'allais y découvrir. Ouais. Même si j'avais quand même quelques idées. Et en fait, j'y suis retournée en septembre 2023. France Télévisions n'a pas souhaité m'immatriculer, me disant que je n'avais pas les codes de la rédaction. Donc, ils m'ont dit au revoir. Ah oui, ils t'ont viré comme ça, d'accord. Ouais, okay. Oui, enfin, à la suite de la... Ça t'étonne. Oui, le service public audiovisuel vire des gens. Ils m'ont dit que j'avais pas les codes malgré les très bons commentaires sur mon livret dans mon livret d'apprentissage. Okay. Donc on n'a pas trop compris, mais je pense savoir pourquoi. Dans tous les cas, j'ai pris un billet aller sans retour. Je suis allée directement, j'y suis retournée pour le coup. J'ai atterri donc à Ben Gourion, à Tel Aviv, qu'on appelle Yafa. En réalité. Et donc, pareil, je ne savais pas trop ce que j'allais y faire. Et puis, en fait, le 7 octobre, j'étais là-bas par hasard. Donc, j'ai contacté TV5 Monde pour leur dire que j'étais sur place. Peut-être que je pouvais faire raconter un peu ce qui se passait. Mais véritablement, j'ai commencé à travailler en Cisjordanie occupée en mai 2024. En étant beaucoup plus préparée, en étant... beaucoup plus au fait de ce que j'allais y découvrir, parce qu'il faut savoir que quand on va à Jénine, à Toul-Karem, à Massaferiata, à Naplouse, on risque de voir des corps sans vie, des maisons bombardées, des familles en pleurs, des mamans qui ont le visage strié par les larmes. Donc c'est très très violent. Et j'y suis allée un petit peu petit à petit. Voilà. J'ai commencé, on va dire, par la partie israélienne où c'était beaucoup plus facile. Et ensuite, je me disais que vraiment, la Cisjordanie occupée, il faut être prêt à aller voir ce qui se passe. Juliette ? Alors, j'imagine qu'il faut être prête. Mais ce qui me fascine, tu pars toute seule ? Oui, toujours. Attends, t'es là, tu prends ton petit visa, tu connais des gens sur place ? Et t'arrives, et t'es toute seule. Oui, je pars toujours toute seule. Ouais. Elle est en train de t'engueuler là, en fait, Juliette. Mais enfin ! Non, avec mon petit sac à dos. Oui, j'espère que t'as pris ta brosse à dents, mais c'est pas ça le sujet. T'as des contacts sur place déjà ou En fait, ça se fait petit à petit. On rencontre des personnes. Les Palestiniens sont très aimables, très accueillants, donc ça va très très vite. On se fait vite des contacts. En réalité. Et est-ce que tu as commencé à documenter justement ce que tu voyais ? Comment tu t'y es pris ? Tu prenais des notes, tu filmais ? Ça va très vite. En fait, c'est que quasiment tous les jours, il y a des attaques de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée, notamment à Jénine, quand il y avait encore le camp de réfugiés de Jénine. C'était très, très régulier. Et donc, il faut aller sur le terrain, il faut aller constater, il faut aller poser des questions aux familles. Et on se rend compte qu'effectivement, on est très loin des récits qui se disent sur les plateaux télé. Et c'est d'ailleurs pour ça que petit à petit, j'étais de plus en plus en colère en fait contre ces toutologues de plateau télé, parce qu'ils sont tellement loin de la réalité et de la vérité. Mais qu'est-ce que tu as vu alors, si c'est racontable comment ça se concrétise une attaque sur un camp de réfugiés ? Une attaque sur un camp de réfugiés, on sait qu'il va y avoir des morts, donc tout le temps en fait il y a des corps qu'il faut que les Palestiniens vont devoir porter jusqu'à l'hôpital de Jénine par exemple. Et donc ensuite il y a j'ai perdu le mot, mais vous savez quand ils portent en fait les cadavres. Brancardier ? Non, c'est pas le brancardier. En fait, il y a une cérémonie en fait qui est faite en l'honneur des martyrs.
Et donc très souvent, ça se fait le matin et puis on voit les corps comme ça. Où très souvent, on constate notamment à l'hôpital qu'ils ont des trous de partout. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Et j'avais demandé à un confrère palestinien qui s'appelle Mohamed Mansour, mais pourquoi à chaque fois, ils ont tout le temps des trous dans le corps? Et en fait, c'est parce qu'il m'expliquait que l'armée israélienne possède des outils, des armes militaires extrêmement sophistiquées qui permettent de détruire, d'annihiler des vies sans que les Palestiniens puissent s'en sortir. Donc voilà. Et puis moi, les corps qui m'ont beaucoup marqué, c'est vraiment les corps d'adolescents. Et des corps d'enfants blessés aussi, beaucoup à Naplouse notamment. Et quand toi tu documentes ça, tu le filmes et que tu t'essayes de le faire passer dans les médias français, on te répond Alors moi au début, en 2024, je faisais surtout beaucoup de photos et beaucoup d'écrits. Donc j'ai travaillé avec Mediapart, Orient 21 notamment, Libération un petit peu, L'Orient le jour aussi. Et Blast maintenant. Mais au début, je faisais pas trop de vidéos. J'avais plus envie d'écrire parce que on pouvait y mettre beaucoup de détails en fait dans le récit. Et c'est très compliqué quand on est justement chez des familles qui ont perdu leurs proches et on se rend compte qu'effectivement ces personnes-là sont innocentes et que encore une fois, ce qui se dit sur les plateaux télé, ce sont des mensonges quand on dit que c'était des terroristes, etc. Non, moi j'allais vérifier l'information. Et notamment le 14 janvier 2025, encore une fois, il y avait une attaque de l'armée israélienne et il y a eu au moins 6 Palestiniens de tués. Et je me souviens avoir reçu, par exemple, une notification du Jérusalem Post. Bon, c'est un média israélien pro-Netanyahou, mais qui m'informait, par exemple, que 6 terroristes venaient d'être neutralisés. Alors que c'était Mahmoud Rarbiya, à 14 ans, un petit enfant qui était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Et là, on peut retrouver tes reportages, par exemple, sur Blast. Si on va sur Blast, on peut... Ouais, carrément. Sur Ginkyo. Ok, parfait. Je ne sais pas si les gens connaissent, mais... Eh bien, ils iront se renseigner. Merci beaucoup pour ça. Merci pour ton courage. Merci. Reste avec nous, bien sûr, Khadija. Désolée d'avoir cassé un peu. Non, mais non, on est là. On est là pour ça aussi. C'est pour ça qu'on t'a invité. Donc... En plus, après, il y a la chronique de Guillaume, donc ça va casser l'ambiance aussi. Il n'y a pas de problème. Non, mais je t'interromps parce qu'on doit également, nous, se financer. On a signé un pacte avec le diable qu'on appelle ici le Grand Capital. Donc, c'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Arnaud Aymar qui est resté avec nous. Et notre invitée, la reporter Khadija Toufik, qui nous parle de ces enquêtes passionnantes, parfois et souvent malheureusement terrifiantes, à l'image de l'époque. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Donc la période est terrifiante, hein, ça je le disais. Khadija, tu nous parles de ton expérience de journaliste. Bon, ok, t'es allé sur place, tu as vu des choses, d'accord. Mais il y a des gens qui n'ont pas vu des choses parce qu'ils n'ont pas été sur place. Et je pense que c'est important de les écouter, comme ça on trouve un certain équilibre. Et il y en a un que j'ai découvert cette semaine, que je ne connaissais pas. Il s'appelle Philippe Carsanti et c'est un ancien élu LR, aujourd'hui porte-parole du comité Trump France. Déjà c'est un bon CV, je pense que c'est quand même un bon CV pour moi en tout cas. Et il était invité sur BFM TV, donc c'est une chaîne sérieuse, hein, ça rigole pas là-bas, pour parler de la manif des nazis en Angleterre la semaine dernière. Actuellement, les manifestants du Troisième Reich, ils sont de l'autre côté à Londres. Ce sont eux qui crient Free Palestine, parce que Free Palestine... Vous faites vraiment cette comparaison entre des gens qui sont pro-palestiniens... Ce ne sont pas des pro-palestiniens, madame, ce sont des pro-djihadistes. Attendez, oui, parce que là, on a besoin de faire une petite pause quand même, parce que Philippe, il est parti fort. Hein. Je vous avais pas menti, hein, grosse découverte. Hein. Philippe, il en a gros sur la patate. Hein. Et puis, il a sa voix intérieure qui a pris le dessus, hein, j'ai l'impression là. Donc, il a dit, les sympathisants du Troisième Reich crient Free Palestine. Voilà. Voilà, oui. Napoléon était fan de Youssou N'Dour. Enfin voilà, il y a des choses. Non, mais on peut dire des trucs un peu en mode aléatoire. La vie est devenue une chronique d'Aymeric. Il faut bien en avoir conscience. Allez, alors attendez, c'est pas fini. On continue avec Philippe. On a des gens qui sont les gens, effectivement, qui disent Free Palestine, qui veut dire éradiquer les juifs, qui est donc le nouveau slogan à Hitler. Alors, pardon, je vous reprends encore, mais Free Palestine, c'est-à-dire libérer la Palestine, ça ne veut pas forcément dire éradiquer les juifs. Absolument si.
Alors, autre hypothèse, Philippe n'a pas fait anglais LV1. Ce qui est un peu fâcheux pour le porte-parole du comité Trump. Bon. Mais Philippe, c'est pas sa première apparition média. J'ai un petit peu cherché. C'est pas la première fois qu'il nous faisait cadeau de son analyse, et notamment sur le génocide à Gaza. On voit le ridicule. Vous vous rendez compte, pendant des mois, maintenant 2 ans, on nous a parlé de génocide, de famine et d'appel au cessez-le-feu. Là, on voit les images qui sortent de Gaza. Ils sont tous bien coiffés, bien rasés. Et oui. Mais oui, pas de génocide puisque les gars sont bien coiffés et bien rasés. Ah bah à Nuremberg, le procès, il aurait été plus rapide avec Philippe, hein, ça c'est sûr. Hein. Tu vois, Radija, il n'y a pas besoin d'aller là-bas. Hein, Philippe, il regarde Twitter, il regarde des vidéos en IA et l'enquête est bouclée. Philippe, c'est juste un collègue à toi, excuse-moi de te le dire, Radija, qui a un bilan carbone un peu moins dégueulasse. Si je peux me permettre. Voilà. Et qui fait... Ah, mais je m'attendais pas à ce que vous applaudissiez Philippe comme ça. Je suis content que vous aimiez bien mon nouvel ami. Et qui fait de l'analyse et de la résistance. Oui, la France aujourd'hui, elle est occupée. Mais elle n'est pas occupée par... Ça veut dire quoi, elle est occupée, monsieur? Donc je vous dis simplement, oui, la France aujourd'hui est occupée par deux forces. Un, le Qatar, mais aussi par les frères musulmans. Oui, les frères musulmans sont la vraie problématique française. Et je pense que Caroline Fourest a le poster de Philippe dans sa chambre. Hein. Ça paraît vraiment assez clair. Les frères musulmans donc sont la vraie problématique de la France. Et j'en parlais à un mec qui venait de se faire virer de sa boîte, qui délocalise en Chine, et il me le disait très bien. Hein. Le gars, il me disait, c'est les frères musulmans. Même très précisément, il me disait, c'est Abdelkader Arnaud, de son vrai nom Bernard, mais personne n'est dupe. Allez, il est temps de conclure avec Philippe et sa vision des États-Unis et de la France. Le système américain n'a strictement rien à voir avec le système français. Le système français est plein de béquilles. La France reste un pays communiste. Voilà, la France reste un pays communiste et c'est pas Vladimir Emmanuel Ilyich Macron qui nous contredira. Merci Philippe et make the bullshit great again. Merci Guillaume. Moi je le connaissais pas. Mais moi non plus. Ah bah là c'est pas pareil là. Ah bah c'est un gros niveau là. Là c'est peut-être le boss de fin du jeu, hein, je sais pas. Là Pascal Pro à côté c'est un wokiste. Hein. Très clairement. Puis en plus c'est cool, il parle français. Ah c'est parfait. C'est direct à mon oreille. Nous sommes toujours sur Nova, il est 17h46 avec Radija Taoufik qui est journaliste et reporter. Tu nous expliquais un peu avant que tu as fait pas mal de séjours en Cisjordanie. Pour ça il faut obtenir un visa. Et est-ce que tu es toujours en capacité d'obtenir un visa pour aller en Cisjordanie, pour y retourner? Et non. Et oui. Et non, bizarrement. Non, en fait, j'ai reçu un mail des autorités israéliennes le 8 janvier 2026, en même temps que l'historien Vincent Lemire. Okay. Et donc, les autorités ont révoqué mon visa sans justifier. Simplement, c'est un mail qui dit c'est plus OK et pas de justification. Non, en disant que mon permis de voyage a été révoqué. Est-ce que dans ce cas-là, tu es soutenu par quand même une certaine partie de la profession? Parce que là, on a parlé des médias mainstream, mais est-ce que tu as quand même du soutien dans ton milieu? Alors, oui, quand même, un petit peu. De confrères, de consoeurs. Après, RSF a écrit un article à ce sujet. On est au moins 5 journalistes étrangers à ne plus avoir accès à la Cisjordanie occupée. Mais sinon, voilà, il n'y a pas... C'est léger, quoi. En fait, oui, c'est léger. Puis je ne sais pas si, en fait, ils ont suffisamment de pouvoir pour faire avancer les choses. Ou, en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, j'ai pris une avocate, une Palestinienne de 48, de Haïfa, qui, justement, me défend sur ce dossier-là et on attend. On attend et il y a des ONG comme Média Défense qui peuvent apporter aussi un soutien financier. Le syndicat national des journalistes a aussi apporté un soutien financier et la FIJ également, la Fédération internationale des journalistes. Donc il y a un soutien quand même financier, mais après, je pense qu'ils sont au maximum, quoi. Pour continuer à parler de journalisme, tu t'es rendu dernièrement aux assises du journalisme à Tours. Et oui. Et on a vu passer quelques vidéos sur Instagram. Ça avait l'air d'être assez animé. Déjà, dans quel but tu t'y es rendu ? Alors, la chance pour la prépa, la chance pour la diversité dans les médias tenait un stand et proposait justement à des anciens de venir le tenir. Donc j'ai dit pourquoi pas, parce que on m'avait souvent parlé de cet événement. Je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller. Je me suis dit que c'est peut-être la bonne occasion, mais j'ai une consoeur qui m'a dit oula, fais attention parce que là on n'est pas du tout sur quelque chose. Voilà, c'est un entre-soi, c'est des élites et il y a beaucoup de non-dits et ça reste quelque chose de très hypocrite. Alors on a vu des vidéos où tu essayais justement
justement de parler avec, c'était quoi, la patronne de BFM, il me Oui, semble Camille Anglade, tout Camille à Anglade, fait. qui n'a pas vraiment voulu débattre avec toi. Non, qui est partie. Et d'ailleurs, je l'ai interpellée en évoquant justement des sujets très graves, donc Gaza, le racisme au sein de BFM, etc. Et donc, elle m'a décroché un sourire. Et puis, Polie, déjà, on peut dire elle est polie, ça, Oui. ça fait au moins un bon point. Un sourire, je sais pas, peut-être que je suis un clown, ce que je disais Vraiment, dans ouais. Parole d'honneur, mais et donc ensuite elle elle a disparu quoi, Ouais. évaporation. Donc tu as pu quand même débattre un peu avec des gens de ces grosses chaînes de J'ai essayé de télévision. débattre, on m'a promis que je pouvais débattre et d'ailleurs les assises du journalisme, c'est un événement qui a lieu chaque année à Tours et qui est un lieu normalement où on peut débattre. Sur leur site internet, ils le disent, l'association Journalisme et Citoyenneté se veut un lieu d'échange, de réflexion respectueuse de la liberté de chacun. Je suis rentrée chez moi traumatisée. Ah oui, vraiment à ce point-là, ouais. Ah oui. Tu t'attendais pas à ce que ça soit aussi Ça a méprisant mais ça a été violent, c'est Ouais. plus que méprisant, Ouais, ça a ouais. été violent. En 3 jours, on m'a touché 2 fois. Marie-Laure Augry, qui est vice-présidente justement des Assises, ex-journaliste à TF1, dès le premier jour m'a attrapé le poignet. Ah oui, donc physiquement, il voulait te tèche, quoi. Ben non, Te mais elle virer. m'attrape. Je sais pas, mais en tout cas, il y a eu contact physique à Ouais. chaque fois. Donc, elle m'a attrapé le poignet. Je me suis dit non, on ne se connaît pas, on ne se touche pas. Et le 3e jour, donc le 9 avril, ça c'est quelque chose que je garderai en mémoire à vie. C'est le professeur Arnaud Mercier qui enseigne la communication à l'Institut français de presse, donc une école de journalisme, qui, pareil, a eu des gestes extrêmement déplacés. Donc il y a eu aussi contact physique. Et là, j'ai trouvé que c'était extrêmement grave et jamais de ma vie je n'aurais pensé imaginer dire aux assises du journalisme, le journalisme n'est pas un crime. Je suis venue pour poser des questions et débattre. Donc, j'ai dû aller porter plainte. Mais comment tu analyses ça? Est-ce que tu leur fais peur finalement? Est-ce que c'est pas... Moi j'ai un petit biais optimiste, je me dis finalement c'est bien, ils flippent de toi et peut-être qu'ils ont raison, peut-être c'est l'ancien monde et que t'es le nouveau. Je pense que oui, tant mieux s'ils se disent ça, mais il faut qu'ils comprennent qu'il y a d'autres journalistes, d'autres confrères, consoeurs qui arrivent aussi, parce que là, on a l'impression que je fais ça un peu toute seule, mais il y a d'autres personnes qui vont arriver, et je pense qu'ils ne sont pas prêts. Je leur dis vraiment, ils ne sont pas prêts. Je suis assez d'accord avec toi, mais je pense qu'ils ne se doutent pas de ce qui va arriver. Il y a aussi une autre séquence qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux avec toi et même malgré toi. C'était la conférence de presse après la garde à vue de Rima Hassan, avec donc tout un parterre de journalistes qui se sont réunis et un fameux journaliste de France Info, Paul Laroutourou, c'est ça, donc tu poses une question et il répond « Mais vous êtes qui vous, madame ?» Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ce moment? C'est lunaire, hein. Ouais. Franchement, c'est... Ça prouve tout le mépris de cette profession pour des journalistes comme moi, c'est-à-dire des jeunes femmes maghrébines, racisées. Le mépris qu'ils ont aussi pour le public. J'ai posé des questions qui étaient légitimes parce qu'ils s'acharnaient sur Rima Hassan. Ils posaient des questions qui, voilà, je veux dire, quand on pose ces questions, il faut les poser dans un débat. Et donc, en tout cas, moi, j'ai senti qu'ils n'avaient absolument pas de connaissance sur ce qui se passe véritablement à Gaza, visiblement, ni en Cisjordanie occupée. Et donc, je me suis permise, en fait, juste de le reprendre en lui disant, est-ce que c'est un génocide aussi? Parce que dans les médias mainstream, on a beaucoup de mal à employer ce mot. Et c'est pourtant la vérité. Il y a des ONG, des rapports indépendants qui ont constaté qu'il s'agissait effectivement d'un génocide et les journalistes palestiniens eux-mêmes à Gaza le documentent chaque jour. On a des images, on a des preuves matérielles. Je pense que c'est l'un des génocides les plus documentés de toute l'histoire. Ah oui, il est en 4K, ouais, on le voit. Il est en 4K, en Mondovision. C'est quand même, je veux dire, avant Instagram, c'était le réseau social où on montrait justement de belles choses. Et puis là, du jour au lendemain, c'est devenu un réseau social où tous les jours, on constate des cadavres, des corps sans vie, des corps sans tête, des bébés sans bras. Enfin, j'avais jamais vu ça de toute ma vie. Vraiment. T'as une expression que j'aime bien pour les journalistes dont on parlait avant. Tu dis journaliste fesses plates. Oui, ça c'est plutôt Quentin Muller. Moi, je les appelle les toutologues, mais j'ai repris effectivement ce que dit Quentin Muller, les journalistes aux fesses plates. Oui, ça porte bien son nom. Enfin, on imagine bien, on a l'image, quoi. Ben oui. Hein, ça fonctionne bien. Comment tu gères, comment tu dis la phrase une journaliste doit être neutre? Parce qu'on a reçu beaucoup de journalistes dans cette émission, et puis il y a toujours ça qui revient. Oui, mais toi, t'es pas journaliste, t'es journaliste militant. Et on a l'impression que le mot militant décrédibilise l'aspect journaliste, l'aspect documentation de la chose.
Est-ce que toi, tu as un problème avec ça ou est-ce que tu envoies chez les gens? Comment tu réponds à cette question? Oui, non, mais la neutralité n'existe pas. Je veux dire, on est des êtres humains avec un cerveau, un cœur, donc on a des émotions. Même l'intelligence artificielle, maintenant, a des émotions et n'est plus neutre. Mais en tout cas, je crois beaucoup en l'équilibre dans ce métier-là. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand on veut parler de Palestine, le minimum, c'est d'y aller, d'aller voir les Palestiniens, d'aller voir ce qui se passe lorsque, par exemple, l'armée israélienne dit il y a une incursion parce qu'on veut lutter contre le terrorisme et donc on va aller sur une zone qui est attaquée par l'armée, on va aller poser des questions et puis là on se rend compte que c'est pas du tout vrai et donc on donne la parole en priorité en fait à des personnes qui vivent sous occupation, qui sont opprimées. Et ensuite, en bas, en fin de page, on met ce qu'a dit l'armée israélienne. Voilà, c'est ça l'équilibre. Tout comme l'a très bien fait d'ailleurs Marine Turki, ouais, pardon, ouais, Mediapart. pour Mediapart, effectivement. Donc, elle a fait des papiers où elle recense les témoignages des victimes de Patrick Bruel. Et donc, effectivement, là, on est sur quelque chose de très équilibré parce qu'en bas, parfois, elle mettait une petite phrase où elle disait Patrick Bruel nie, en gros, ces accusations-là. Quoi. Voilà, c'est ça l'équilibre. Oui, rester factuel, quoi, tout simplement. On reste en fait, ça paraît un peu mais c'est basique. En fait, il y a une personne vous avez une victime, on va d'abord écouter la victime, on va en faire un grand papier, puis en dessous, on mettra qu'effectivement, le coupable dit que c'est faux. Voilà, c'est tout. C'est bien quand même de temps en temps de rappeler les bases. Merci Merci pour ça, Radija. Merci. Merci pour ton courage et ton parcours. Merci. Parcours encore plus épatant qu'il n'y paraît. Tu ne sais même pas tout sur ton propre parcours, Radija. T'es pas au bout de tes surprises, crois-moi. Voilà la séquence tant attendue. Ce que vous ne savez pas sur l'invité et que même l'invité ne sait pas sur elle-même, par Aymeric Lompré, jingle. Aymeric, dites-vous qui croit qu'on diffuse ses chroniques. Le petit bisou réglementaire. Aujourd'hui, dans ce que vous ne savez pas sur l'invité, quelque chose d'assez fou, incroyable et parabolique. Mais non. Arrête, j'ai pas dit oui, t'as pas dit encore, pardon. Puisque Radija a 700 grippins. Mais non. Non, Radija a une malédiction incroyable. Ah bon? Oui, elle est toujours choisie comme cible dans les spectacles d'humour. Ah mais non. Ouais. Ah ouais. Vous voyez ce que c'est un spectacle d'humour? Non. Guillaume, tu vois ce que c'est? C'est quand les gens rigolent. Enfin, tu verras bien. Et vous savez, il y a souvent l'artiste sur scène qui dit et vous, comment vous appelez? Vous êtes en couple, machin? Par applaudissement, il y en a qui ont déjà écouté leur pipi. Et ben, 9 fois sur 10, ça tombe sur Radija. Ah bon? Pas vrai, Radija, hein? Ouais, c'est vrai. Et est-ce que c'est pénible, cette malédiction? Toujours un artiste qui vous pose la question. Quand vous êtes, est-ce que c'est pénible? C'est chiant ou pas? Ouais, est-ce que c'est pénible ou pas? Par applaudissement, c'est chiant? C'est chiant, est-ce que c'est chiant ou pas? Par applaudissement. Vous êtes en couple? Alors, par applaudissement, c'est chiant. Alors, je sais pas si c'est déjà arrivé à certains dans la salle, le public, là, le premier rang. Oh, ouais, je parle là! Ils sont, voilà. On vous a déjà demandé si vous étiez en couple, le premier rang? Non? Bah non, hein? Le premier rang, il aime bien les figurines, les jeux de rôle, hein? Et la branlette. Bon, alors, Guillaume, je sais que ça t'est déjà arrivé une fois. Ça t'est déjà arrivé une fois. La branlette? Non. Pardon. Je suis sur le truc, quoi. La meilleure vanne de la chronique, elle est pas de moi, c'est chaud. Alors, non, mais ça t'est déjà arrivé. C'était moi l'artiste. Ah tu oui, te souviens? oui. Je raconte. J'étais là, alors, Guillaume, alors, là, Laurent Dutch qui fait 2 mètres. Alors, on fait du basket, ça va? Eh, t'as doigté combien de renards, toi? Alors, c'est cool de se faire pomper par des orques. C'était une autre époque. C'était notre époque. Il y avait pas les woke, quoi. Hein? Wow. Bon, à l'époque, je me moquais de toutes les minorités. Hein. Ah oui. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais pas une minorité. Et là, j'ai bien fermé ma gueule. Tu vois, et j'ai fait de l'absurde. J'ai dit, bonjour, petit cerf-volant. Je ne suis pas un cerf-volant, mais une biche planante. Que fais-tu dans ma 4L? Je ne suis pas une 4L, mais j'ai 4L. Wow. Ouais. Si même Arnaud est marre, il rigole pas, c'est que c'est plan. C'est nul. Donc, Radija, c'est au bout de 19 humiliations que vous avez décidé de ne plus aller dans les spectacles d'humour et vous êtes réorienté dans les spectacles de magie. Jusqu'au jour où, oui, la malédiction, c'est comme un champignon, on s'en débarrasse pas comme ça. Jusqu'au jour où vous vous retrouvez dans la salle du grand mentaliste Mesmer et là, patatras, il vous choisit pour vous mentaliser. Hein? Et c'est donc depuis ce temps-là que dès que vous entendez le mot Retailleau, vous criez. Ah oui. Retailleau? Mais non. Il était au spectacle de Mesmer aussi. Merci d'avoir écouté. Oh, merci Aymeric, merci beaucoup. Ah, allez, Quelle enquête, hein, encore une fois.
Je ne comprends pas pourquoi Mediapart ne t'a pas encore contacté. Vraiment, c'est des enquêtes à chaque fois. Je sais pas qui c'est, Mediapart. Voilà, c'est peut-être ceci expliquant cela. Non, mais vraiment, c'est beau. Tout est possible aujourd'hui. Francis Lalanne, il est chanteur, donc je me dis qu'Aymeric, il peut être journaliste. D'ailleurs, à propos de Francis Lalanne, est-ce qu'on n'écouterait pas, je me disais, un petit peu de Francis... Non, mais c'est vrai. Sur le parking des anges. Non, Marc Lavoine. Marc Lavoine. Je suis Francis entourée Lalanne. du pire et du pire. Non, mais parce que je faisais Guillaume. Nova. Ouais. Guillaume, non. Ah, c'est la mort, son grand ordinateur. C'est la mort. Ou sinon, on le chante. Allez, bah chante. Et si Son grand ordinateur. Bon, on va peut-être faire ce qui était prévu finalement. Voilà. ouais, c'est Allez, peut-être on mieux. va plutôt écouter la chanteuse belge Célassou qui est revenue, nouvel album et ce titre éponyme Movin. Et Movin, ça peut se traduire de 1000 manières et je vais pas donc choisir. Chacun se fera son idée après l'écoute. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré et notre invité Khadija Toufik, reporter. On parle de sujets graves depuis le début de l'émission. Et la gravité, c'est son quotidien, celle des atomes essentiellement. C'est notre physicienne, Célia Pelluet. Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça fait exactement 100 jours que Sophie Adenau, notre astronaute française, est dans l'espace. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de ce trésor national. On était pourtant nombreux et nombreuses à suivre le décollage de sa fusée en février dernier. Bon, c'était une fusée SpaceX. Le problème quand on est passionné de science, c'est qu'on fait face à des dissonances cognitives. Bon, comme quand on est de gauche et qu'on doit faire des chroniques entre 2 pages de publicité pour Bolloré. Là-haut, elle réalise des expériences scientifiques et tous les dimanches, elle poste une vidéo sur son Instagram pour vulgariser la science avec un émerveillement communicatif. Instagram qui compte 350 000 abonnés, soit moins que celui d'Aymeric Lomprey. Pardon. Ah oui, attends. Non mais, je t'aime beaucoup, Aymeric, et t'as une super community manager. Mais toi, t'es pas allé dans l'espace. Tous les samedis. Pas physiquement, voilà. On vole pas les blagues des autres. Merci. Alors, les médias ont beaucoup commenté son arrivée dans la station spatiale. Le sujet dont ils ont le plus parlé, c'était son sourire. Et oui, ils étaient très étonnés par ce grand sourire. Bah, les garçons, ça s'appelle des émotions. Et quand tu partages une émotion, tu n'en as pas moins pour toi. Donc vous pouvez y aller. Allez-y, partagez. En fait, on n'a pas été habitué à ces images parce que historiquement, un astronaute, c'est lisse, héroïque, masculin. Depuis le début de la conquête spatiale, seulement 1 astronaute sur 10 est une femme. Et je comprends pas pourquoi. Enfin, je crois pas que les mecs aient un truc qu'on n'a pas et qui soit utile pour être astronaute. Je veux dire. Et il me semble pas que pour être astronaute, il soit nécessaire d'avoir une hygiène douteuse, une incapacité à se connecter à ses émotions et des poils qui sortent des oreilles. Aymeric s'est reconnu, c'est pour ça que... En 1963, Valentina Tereshkova devenait la première femme dans l'espace, seulement 2 ans après le premier homme. Mais les 20 ans de spatial qui ont suivi se sont faits sans les femmes. Pourtant, au moment des missions Apollo, un groupe de femmes avait été sélectionné pour aller sur la Lune. Elles s'appelaient les Mercury 13. Elles étaient globalement plus compétentes que les hommes, mais on a fait le choix de ne pas les sélectionner. D'ailleurs, on l'oublie, mais au cours de ces mêmes missions Apollo, les personnes dont les calculs ont permis les premiers pas des hommes sur la Lune étaient des femmes. Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, et probablement beaucoup d'autres. Parce que femmes, parce que noires aussi, elles ont été effacées. À l'époque, François Ruffin n'était pas là pour les sauver. Bon, Sophie, elle se fout pas de notre gueule niveau compétences. Ingénieure en aéronautique, première femme française de l'histoire pilote d'essai d'hélicoptère, mais aussi professeure de yoga. En gros, la meuf, elle fait des loopings en hélicoptère en chien tête en bas, et quand elle fait ses salutations au soleil, elle y va direct en fusée. Elle est tellement humble, Sophie, qu'elle a choisi de nommer sa première mission Epsilon, qui désigne une petite quantité en mathématiques, tout comme le rôle d'un astronaute dans l'immensité d'un vol spatial. Juste pour rappel, Thomas Pesquet, il a nommé sa mission Alpha. Exclure les femmes des astronautes, c'est pas juste un problème de symbole, c'est un problème de science. Les recherches qui sont menées là-haut permettent de progresser en médecine. Par exemple, le vieillissement accéléré des os lorsque le corps est en impesanteur donne des informations essentielles pour étudier notre vieillissement sur Terre. Et si seulement 10% des tests sont faits sur des femmes, le corps féminin demeure inconnu et le soin qui nous est apporté est fatalement de moins bonne qualité.
L'exploration spatiale, en général, ça pose de nombreuses questions. Certains parlent de partir vers d'autres planètes, mais on est aujourd'hui incapable de dire si les hommes survivraient, encore moins les femmes. On construit un imaginaire de colonisation spatiale avec des astronautes stoïques, des explorateurs invincibles qui dominent leurs émotions. On les érige en modèles. Comme eux, on voudrait qu'on soit insensible à tout, aux images d'horreur sur Terre, à Gaza, ailleurs, comme si le progrès nécessitait d'être de moins en moins humain. Sophie, quand elle est arrivée là-haut, elle a eu la réaction la plus humaine et la plus logique que l'on puisse avoir. On l'a vue pleurer. Et quand on regarde la Terre, il y en a des raisons de pleurer. Là-haut, les larmes de Sophie, elles restent collées à ses yeux, parce que sans l'effet de la gravité, elles ne coulent pas. Elles s'accumulent et forment une petite bulle qui agit sûrement comme une loupe. Peut-être que pour mieux voir le monde, il faudrait commencer par nous aussi, avoir le courage de pleurer. Bravo. Célia Pelluet, merci beaucoup Célia. Pour trouver en spectacle aussi, Célia, elle est sur scène et sur Instagram. Célia Blague de Trop, merci beaucoup. Merci. On est toujours avec notre invité, Khadija Toufik. Puisque Célia parlait des émotions, toi, quand tu vas sur le terrain, tu nous as raconté des choses terribles tout à l'heure, des choses que tu as vues. Est-ce que tu as un suivi psychologique? Comment tu te protèges en fait de ce que tu vois? J'ai commencé récemment en réalité. Sur ces 3 années, j'avais pas forcément de suivi. Quand je rentrais de mission, je voyais très rapidement une psy en visio. Une ou 2 fois, et puis après je faisais comme si ça n'existait pas, et quand Israël a révoqué mon visa, effectivement c'est comme si le monde me tombait dessus, le ciel me tombait dessus, ouais. Et tout de suite j'ai compris que j'ai compris toute l'horreur que j'emmagasine depuis 3 ans, parce que cette révocation, en fait, ça m'a mis un stop, quoi. J'avais prévu d'y retourner là en mars, et donc je me suis dit ah ouais, il y a quand même beaucoup de traumatisme, et donc là j'ai pris quand même 3 spécialistes de la santé mentale, donc une psychologue, une thérapeute et un psychiatre aussi. Mais ça coûte de l'argent tout ça, Est-ce que c'est les médias pour lesquels tu travailles qui te financent? Alors en fait, Audience accorde une enveloppe aux pigistes en zone de guerre. D'accord. Et donc grâce à cette enveloppe, je peux effectivement me soigner ces blessures psychologiques qui sont quand même assez conséquentes, quoi. Parce qu'on fait on fait des cauchemars, ça revient souvent. Et puis cet été, j'ai perdu aussi un ami à Oudah Hadalin le 28 juillet à Al Khir, donc à Massaferiata. Il était professeur d'anglais dans ce village, régulièrement, quotidiennement maintenant attaqué par les colons et l'armée israélienne. Et donc un colon du nom d'Inon Levy lui a tiré une balle. Et donc il est mort sous les yeux de son fils de 2 ans, et c'était un ami que j'aime toujours et que j'aimais beaucoup. Et effectivement, ça a été un très très gros choc, quoi. Juliette, tu avais une question? En plus d'aller consulter, ce qui me semble être la chose à faire dans ton cas et dans le cas de tous les gens qui vont sur le terrain, sur ce genre de terrain. Tout à l'heure, avant l'émission, tu m'as dit aussi que tu t'étais rendu compte que peut-être tu n'avais plus envie d'être aussi seule et qu'il fallait que tu commences à faire des choses en collectif. Oui, tout à fait. C'est vrai que je pense que l'avenir de ce métier se fait en collectif. Et j'espère en tout cas voir plein de reporters d'Ether à mes côtés très bientôt. En tout cas, j'espère créer un collectif, peut-être plus tard un média aussi indépendant qui financerait uniquement des reporters sur le terrain. Parce qu'il en manque terriblement, mais en tout cas, voilà, ce sont des projets qui arriveront, je l'espère, assez vite. Mais effectivement, je ne peux plus continuer seule à aller aux assises du journalisme pour aller, voilà. Et puis, ça a toujours été comme ça. De toute façon, même quand j'étais à France Télévisions, j'allais toute seule, moi, voir la direction en leur disant, mais ça va pas du tout, quoi. Enfin, on est quand même le service public. On se doit quand même d'être respectueux vis-à-vis du public, et c'est l'argent du contribuable. Donc effectivement, c'est lourd maintenant. Je commence un peu à fatiguer de faire ça seule. Ouais. Et puis d'être seule à prendre les coups, ouais, surtout. Ouais. Oui. Quand tu allais sur le terrain, est-ce que tu avais une vigilance particulière parce que tu es une femme? Est-ce que tu te posais la question quand même? Ouais. J'ai fait de mauvaises rencontres, malheureusement. Ouais. Oui, j'ai fait de mauvaises rencontres.
Malheureusement, ça a toujours été des hommes, quoi. Donc, oui, on n'est pas surpris. La personne rend surpris. Ouais, non, j'ai fait des mauvaises rencontres. Donc c'est beaucoup plus. Je sais pas. Après, je suis pas un homme, donc je sais pas trop comment ça se passe. Mais je pense que c'est plus compliqué quand on est une femme. Et donc, malheureusement, il y a eu de mauvaises rencontres. Et quand tu as travaillé dans les médias au tout début de ta carrière, dans les médias traditionnels français, est-ce que tu as déjà eu à pâtir justement d'être une femme? Est-ce que tu as eu des remarques sexistes ou ce genre de choses? Ouais, moi je l'ai plus vécu parce que de par mon identité de femme maghrébine, ça a été compliqué. Après, souvent c'est pas direct, c'est pas frontal, c'est des sous-entendus, c'est fait un peu en catimini, mais on nous fait ressentir qu'on est un peu différent, qu'on est différent. Et puis la façon dont ils traitent aussi l'arabe à la télévision, le noir. Ou même l'asiatique aussi, on se sent tout de suite touché, personnellement. Tu te sens caution aussi parfois un peu Oui, caution, oui, je sais pas trop. En tout cas, moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé, mais tu sens que oui, il y a quand même, ils ont dû se dire, peut-être quand ils m'ont recruté, oui, il nous faut quand même une petite rebeu, quoi. Puis j'étais la seule rebeu du service économie, donc c'était malaisant tout le temps. C'est pas... On sentait que c'était des personnes, des journalistes a priori qui ont grandi peu ou prou dans les mêmes conditions sociales, qui viennent à peu près tous de Paris. Donc on se sent un peu extraterrestre. Et tu leur fais peur, c'est bien. Je maintiens, c'est très bien. Continue à leur faire peur. Merci pour ton travail. Khadija, reste avec nous, bien sûr. Merci Célia également. Merci d'avoir été là. Comme on est de plus en plus écoutés, on en parle, on est de plus en plus écoutés par la fachosphère. Et que là, ça leur fait quand même peut-être beaucoup. On va les laisser souffler un peu avec une page de publicité. La dernière. Nova. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, la reporter Khadija Toufik. Il est 19h15 et il est temps de retrouver le grand vainqueur du prix Humour SACD 2026. Attendez. On me fait signe que non. Le prix vient d'être retiré par la SACD. On l'a appris cette semaine pour une sombre histoire de Twingo imaginaire, de Kangoo imaginaire. La cancel culture bat son plein, mais pas ici. C'est Pierre-Emmanuel Barré. Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Un peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Vous lisez pas l'Express et Le Point. On ne fait pas d'humour ici. Du fond. Vous vous souvenez, Macron en 2017, il avait promis de faire baisser le chômage. Et moi en 2017, je vous avais promis qu'il allait rien faire que de la merde. Et devinez c'est qui a tenu sa promesse? C'est moi. Je suis plus fiable que le président de la République, c'est hyper flatteur. Mais en même temps, c'est facile. Parce que Macron, il est nul. Il est nul. On est à 8,1% de chômage selon l'INSEE. C'est le plus haut niveau en 5 ans. Tellement il est nul, Macron, quand il y aura son biopic, c'est Gilles Lelouch qui va jouer dedans. Macron, un jour, il a fait un don de sperme. La banque, elle a dit non, merci, non, on n'en veut pas, vous êtes trop nuls. Macron, il est tellement nul, quand il joue au tennis contre un mur, le mur, il arrête de jouer. Il s'en va. Même dans Nul Magazine, le magazine des gens nuls, ils veulent pas parler de Macron. Macron, tellement il est nul, il a dû coucher pour avoir le brevet des collèges. Macron, même quand il mange la galette en entier, il a pas la fève. Et vous savez pourquoi? Je vous le donne en 1000. Parce qu'il est nul. Macron, c'est le pire président de la 5e République, alors qu'il y a eu Hollande et Sarkozy avant lui qui étaient des gros nuls. Macron, une fois, il a pas été nul, mais en fait, c'était pas lui. Macron, tellement il est nul, quand il a fini aux toilettes, c'est la merde qui dit Brigitte, aïe. En plus, on dit 8,1% de chômage, mais en vrai, on est largement au-dessus. Avec France Travail qui durcit la réglementation et le trafic des chiffres pour invisibiliser les radiations, le nombre de chômeurs est complètement sous-estimé. Macron, t'es nul. Mais t'es nul. Macron, si c'était un animal, ce serait un concombre.
Macron, dans le Babybel, il mange que le rouge. Macron, il enfile ses slips par la tête. Macron, il a déraillé en roller. Macron, une fois, il a voulu faire un escape game, mais il a abandonné. Parce qu'il n'a pas trouvé l'entrée. Macron, on rencontre du papotin, c'est lui qui pose les questions. Macron, quand il est invité à un dîner de cons, il vient au déjeuner. Macron, sur le bon coin, il s'est fait swiper à gauche par un canapé, quoi. Et sur Airbnb, Macron, il demande une place près du hublot. Macron, s'il était médecin, ce serait le professeur Raoult. Oh, la vilaine tumeur, tenez un peu d'arnica et le soir, vous coupez un oignon en deux, vous le mettez dans votre chaussette. Macron, il est allé aux urgences parce qu'il avait fait un nœud au préservatif avant de retirer le préservatif. Macron, il a perdu au puissance 4 contre Gilbert Montagnier. Si tu demandes à ChatGPT la liste des échecs de Macron, toute la banquise, elle fond. Alors non seulement le chômage augmente parce que Macron, il est nul, mais les rares emplois qui sont créés, c'est des boulots précaires, des temps partiels imposés, des contrats courts et de l'auto-entrepreneuriat. À part le MEDEF et les actionnaires, tout le monde le hait, Macron. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il est nul. Macron, il est allé voir son psy, il a dit « Je deviens parano, je crois que tout le monde me déteste. » Et son psy lui a mis une gifle. Macron, quand il choisit le coup de fil à un ami à qui veut gagner des millions, il n'y a personne qui répond. Macron, il aura des obsèques régionales. Macron, les rues à son nom, ce sera que des impasses. Macron, son seul moyen de finir dans les livres d'histoire, c'est de se branler dedans. Là, il y a le ministre... Il y a le ministre de l'économie, là, machin, là. Je dis pas son nom parce qu'il est nul aussi. Hein, il a dit que l'objectif de 5% de chômage fixé par Macron au début de son mandat n'est plus atteignable. Je vous ai déjà dit qu'il était nul, Macron. Je me souviens plus. Au cas où je le redis, Macron, il est nul. Et la semaine prochaine, on parlera de Gabriel Attal. Et devinez quoi ? Il est nul. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré. Merci beaucoup, Pierre. Encore une belle analyse politique. Merci. Ça, c'est pas du Benjamin Duhamel, ça. Hein. Non, là, Parfois, il faut aller à la simplicité. Ouais, voilà, c'est de la pédagogie aussi, on est là pour ça. Merci Pierre-Emmanuel. Et qu'on retrouve en spectacle, en duo avec un certain Émeric Lompré. Ça s'appelle 1h30, c'est en tournée partout en France à partir de janvier. La billetterie est ouverte, le spectacle n'est pas encore écrit. C'est pas vrai, on a déjà 20 minutes. Pardon, ça va être il y a 20 minutes d'écrit. Ouais. D'accord, On peut le faire maintenant si tu veux. Mais allez-y, ayez confiance. Achetez vos places. On fait le début. Ça m'a l'air bien parti. Il est 19h20, on est toujours sur Radio Nova. Et nous sommes toujours avec notre invitée, la reporter Khadija Toufik. Et c'est l'heure de notre séquence. L'invité de l'invité, c'est Khadija qui a choisi de nous présenter Louise Billan, que je vous demande d'applaudir bien fort. Salut Louise. Bonsoir. Salut et bienvenue. Bonsoir, merci. Bienvenue à toi. Eh ben Louise, tu es journaliste aussi. C'est vrai. Si je suis bien renseigné. Et tu as créé Je suis bien renseigné, jusque-là ça va. Tu as créé ton propre média qui s'appelle Espace. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous dire ce qu'on peut y trouver ? L'idée derrière Espace, derrière ce média indépendant, c'était de pouvoir simplement déjà se saisir un peu de tous les outils qu'on pouvait avoir pour faire du journalisme de manière la plus honnête possible, parce que comme Khadija, je ne crois pas à la neutralité. Ok, très bien. Donc voilà, c'était aussi cette idée-là de raconter un peu les difficultés du territoire sur lequel je vis. Je vis dans le bassin minier du nord de la France. Et on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont racontées. Il y a plein de choses qui sont racontées sur le bassin minier, avant, c'était des gens, ils travaillaient, puis après, les usines, elles ont fermé, puis du coup, ils s'ennuient, ils travaillent plus, du coup, en plus, il fait gris, et en plus, ils votent RN. Et voilà, je voulais raconter que c'était un peu plus compliqué que ça, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre ça sous l'angle des luttes sociales, parce que je suis un peu une optimiste débile, qui se dit non mais en fait ça peut toujours aller mieux, et c'est quand je vais voir les gens qui luttent que je me dis en fait ouais ça peut aller mieux, il y a des choses qui sont possibles. Et donc voilà, je voulais un endroit où pouvoir raconter ça, parce que les réseaux sociaux ça me suffisait pas, ouais. Et donc je me suis dit je vais créer mon média comme ça au moins c'est fait. C'est une sacrée aventure. Et donc où est-ce qu'on peut, donc il y a un site internet, c'est ça? Tout à fait. On peut aussi quand même te retrouver sur les réseaux sociaux. Tout à fait, espace.media, espace au pluriel, ouais. Parce qu'on a besoin de plus d'espace et moins de frontières. Voilà, le message est passé, c'est très bien. Et comment tu choisis tes sujets? Est-ce que donc là tu restes vraiment sur le local?
Je C'est reste quand même sur assez vaste, quand même, parce que le bassin minier, c'est quand même assez vaste. C'est quand même grand. Ouais, ouais. Après, je fais la région. Enfin, je suis un peu, comment dire, je suis assez hyperactive. Ok. Et du coup, quand il se passe rien dans le bassin minier, je fais, c'est pas grave, je vais aller ailleurs. Et du coup, je vais un peu partout. Je vais aller en Belgique, je vais aller à Lille, je vais aller à Paris. D'accord, ok. Voir un peu tout ce qui se passe. Mais principalement, ouais, en fait, ce que je fais, c'est que je fais une veille, quoi. Je lis la presse, je regarde ce qui se passe. J'ai aussi des contacts qui me disent, ah bah tiens, il y a telle chose, telle chose. Et au fur et à mesure, on commence à connaître assez de gens, on les suit un peu au quotidien, on prend des nouvelles, on voit ce qui se passe. Et à partir de là, on se dit, il y a des histoires à raconter qui sont intéressantes. Parce que c'est aussi... Enfin, l'idée de créer un média comme Espace, c'était justement de pouvoir prendre le temps de suivre des gens. Je fais du reportage, j'ai pas de problème à sortir un reportage 4 semaines après un événement parce que des fois, j'estime qu'il y a du contenu à rajouter en plus. Et de pouvoir prendre ce temps-là, ça permet d'être au plus près des choses, de pouvoir vraiment comprendre ce que les gens vivent aussi, de pouvoir essayer de raconter. Alors voilà, je suis pas, j'ai pas l'impression, enfin, j'ai pas la prétention, pardon, de raconter mieux que les gens ce que les gens vivent, mais en tout cas essayer de partager des paroles et des histoires qui me semblent intéressantes, je trouve qu'on n'entend pas assez, quoi. Notamment à Hénin-Beaumont. Oui. Alors, Super ville. Tu sens un petit peu le frémissement du public quand on dit Hénin-Beaumont. Tu as fait pas mal de reportages là-bas. Pourquoi ça t'intéresse particulièrement, cette ville? Je pose des questions très naïves. Qu'est-ce qui se passe exactement à Hénin-Beaumont? Alors pas mal de choses en vrai. Et il se passe surtout beaucoup plus de trucs quand Marine Le Pen vient pas. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent la télé quand Marine Le Pen vient. Enfin, moi, j'ai pu voir dès que Marine Le Pen... En fait, on sait que Marine Le Pen arrive à Hénin-Beaumont quand on voit 15 caméras de télé arriver. Ouais. Souvent, ça arrive comme ça. Mais sinon, ça se passe sous les radars. Mais toi, justement, ça se passe sous les radars. Et donc, en fait, ce qui m'intéressait, c'était pas vraiment Hénin-Beaumont plus qu'une autre ville. C'était plus observer ce qui se passe dans mon coin. Et il se trouve qu'à Hénin-Beaumont, il y a eu une actualité il y a 2 ans avec un centre culturel qui était le centre culturel de l'Escapade, qui était un centre culturel incroyable où il se passait vraiment plein de choses, un centre culturel associatif qui avait envie vraiment de créer des choses vraiment intéressantes. Et l'idée, enfin, je fais un aparté, mais l'idée d'appeler ça Espace, mon média Espace, c'était aussi de dire que justement, c'est dans des lieux comme ça, comme le centre culturel de l'Escapade, qu'on peut retrouver justement c'est un peu cet optimisme, cet espoir de se dire il y a des choses qui peuvent se créer parce que c'est dans ces endroits que ça commence déjà aussi à se créer. D'ailleurs, c'est dans ces endroits-là qu'on crée, qu'on raconte aussi des histoires qui peuvent inspirer des histoires en dehors de ces centres culturels, qui peuvent aussi inspirer des gens. Il faut une place physique, quoi, c'est ça? C'est ça, il faut des lieux, en fait. Et donc la mairie ce qui s'est passé, c'est que ce centre culturel qui était associatif, qui était pas trop... le RN, c'était pas trop sa tasse de thé, quoi, on va dire. Et du coup, du jour au lendemain, le RN a dit, écoutez, on va vous foutre dehors, quoi. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais je résume. En gros, il s'est passé ça. Aujourd'hui, il est fermé. Et donc aujourd'hui, il n'est pas fermé. C'est un théâtre municipal. C'est un théâtre municipal. Et d'ailleurs, moi, ce qui me choque, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Ce qui me choque, c'est qu'un des derniers spectacles que je suis allé voir au centre culturel associatif de l'Escapade, c'était un très beau spectacle sur une jeune fille dans sa famille en fait, c'est pas dit, mais on sent qu'il y a des thématiques de violence, des thématiques d'inceste, etc. Et si vous voulez tout savoir, le 29 mai prochain, Hénin-Beaumont invite Jean-Luc Lahaye au théâtre de l'Escapade. Voilà, c'est ça, ça sert à ça, un théâtre dans une ville RN. Voilà. Mais c'est intéressant parce que vraiment tu documentes le concret de ce qui se passe quand le RN arrive dans une ville. Pour moi, c'était ça. Et ce qui était le plus intéressant, c'était pas seulement de documenter ce qui se passe quand une ville RN reprend un théâtre, c'était aussi de montrer comment, malgré la violence de l'extrême droite, il y a des micro-résistances qui se créent. Et donc, j'ai co-réalisé un documentaire qui s'appelle D'Hénin-Beaumont. Il y a un jeu de mots. Ouais, on l'a. Petit calembour, même. C'est un public intelligent. Oui, je précise quand même. Il y a eu un petit rire de. Voilà. Ok, très bien. Et je l'ai. Ah, ça y est. Ouais. C'est bien, on laisse toujours un petit peu de temps. Et donc, documentaire que j'ai co-réalisé avec ma camarade et chère amie Aurore Radio-Froissart, qui est cinéaste aussi et comédienne et qui bosse aussi avec moi pour Espace. Et donc en fait on a juste suivi cette lutte, quoi. On savait pas du tout où ça allait aller et on s'est dit voilà, on va suivre et puis on verra, puis on a fait un film, puis après on s'est dit dans 6 mois c'est le municipal, viens on sort avant le municipal, mais on fait ok. Et puis on a bossé pendant 3 mois et on est fatigué, mais on en a fait un film, on l'a diffusé, c'était bien, il y avait du monde qui était intéressé, on l'a même diffusé première
Première qu'on a fait, c'était à Douai. La salle était tellement pleine que je l'ai appris après de la part d'un militant douaisien que les renseignements généraux ont voulu voir le film mais n'ont pu pas aller dans la salle parce qu'elle était pleine. Oh, les pauvres. On les embrasse parce qu'on doit en avoir aussi par là, donc on leur fait coucou. Et donc, vas-y. Juste pour dire, pour moi, c'est un exemple de montrer comment. De montrer la complexité de ce qui peut se passer dans un territoire comme le bassin minier, comme le Pas-de-Calais, comme Hénin-Beaumont. On a l'impression qu'il ne se passe plus rien dès que le RN prend une ville. C'est pas vrai. Alors certes, c'est beaucoup plus compliqué pour l'opposition, mais il se passe quand même des choses et il y a encore des choses qui sont possibles. Il y a eu un moment où il n'y a pas eu le RN dans une ville. Donc, il peut y avoir aussi un moment où le RN ne sera plus là et donc il faut déjà y penser en fait. Merci beaucoup Louise, merci d'avoir été avec nous. Donc on peut aller sur ton site espace au pluriel, .media. Est-ce qu'on peut aussi t'envoyer un petit peu de moula? Parce que ça se finance tout ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est bien fait. C'est bien fait comme interview. Parce que justement, alors évidemment, alors moi, c'est vrai que je dis beaucoup plus médias alternatifs qu'indépendants. Parce que médias alternatifs, il y a beaucoup plus insisté sur le fond que sur la forme. Mais on est aussi un média indépendant. Et donc, on vit avec les dons que les gens nous font. Et bientôt, je vous le dis, on lance une campagne de financement. Dans quelques semaines, voilà, je ne peux pas encore vous dire la date, mais je vous invite vraiment à nous suivre sur le site espace.media, déjà, c'est un peu le quartier général, et sur les réseaux sociaux, espace au pluriel.media, sur Instagram, sur Twitter, enfin sur X maintenant, des trucs comme ça. Voilà. Et on va annoncer ça bientôt et on va avoir besoin vraiment de soutien parce que là, il y a les municipales qui sont passées récemment, il y a les présidentielles qui arrivent, il y a plein d'événements qui arrivent. Et donc, on commence déjà un peu à voir, notamment l'extrême droite qui nous regarde pas très bien, assez étrangement. Et du coup, on a vraiment besoin de tout le soutien possible pour continuer à justement raconter toutes ces histoires et essayer de faire vivre un média qui à son humble échelle, essaie de raconter des histoires de la meilleure manière possible. Et ça y est, il parvient. Moi, j'ai été faire un tour et c'est formidable. Merci beaucoup, Louise. Louise Billan, merci d'avoir été avec nous. Merci de faire ce travail. Documenter l'histoire qui s'écrit. C'est ce que fait aussi celle qu'on va écouter. Elle documente les histoires qui s'écrivent. C'est Juliette Arnaud. Tu nous fais chier à lire, toi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fais chier à lire tout le temps. Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Ça m'arrive, parfois. Je regarde mes camarades, Guillaume, Émeric, Pierre-Emmanuel, et discrètement, je chante dans ma tête « Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde ». Et alors, je m'arrête à cet endroit parce qu'après, la chanson, elle fait « Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde ». Alors vous avez bien compris qu'il s'agit de blonde dans le sens de petite amie. Hein. La fille, elle pourrait être brune, rousse ou chauve, ça serait la même. C'est bros before hoes, les potes avant les gourgandines. Alors vous allez me dire, ouais, Juju, tu charries, t'es de mauvaise foi, c'est une chanson de 1930, ok, d'accord. On va en 1955, on va retrouver le personnage de Brick dans la pièce de théâtre écrite par Tennessee Williams qui s'appelle Une chatte sur un toit brûlant. En gros, la pièce, c'est 24 heures d'une réunion familiale. C'est surtout une scène de famille épouvantable, comme on s'en souhaite tous les Noëls, où tout le monde est prêt à s'entretuer, sauf un, Brick, le fils cadet, qui est un ex-footballeur universitaire. Alors, c'est pas qu'il est pacifique, hein, c'est qu'il est bourré. Il est occupé à boire suffisamment pour ne pas être là et c'est une occupation à plein temps. Brick, littéralement, se retire du jeu et on va comprendre dans la pièce que c'est pour moins souffrir du souvenir de la mort de son meilleur ami, Skipper, qui était aussi son coéquipier au football avec lequel il brillait en match avant que Brick épouse Maggie, la chatte sur le toit qui brûle, quand ils étaient entre garçons. C'est rigolo parce que ça joue aussi au foot dans le film Entre bros, bien sûr, dans le film Vincent François, Paul et les autres de Claude Sautet de 1974. Alors oui, je sais, Guillaume, c'est pas le même foot, c'est pas la même pelouse. Ne me mets pas les sous-titres. Moi, parlez votre langue. Comme son titre l'indique, Vincent François, Paul et les autres, ils se centrent sur l'amitié entre ces gars-là. Et pour eux, le foot, c'est plus pour se détendre. Hein. Ils y jouent dans le jardin de Paul le dimanche matin avant le déj. Et Sautet les filme souvent en groupe, tous ces hommes, dans des scènes sans dialogue, des scènes très très harmonieuses où ils jouent au ballon, où ils marchent dans la campagne, dans la ville. Et étrangement, quand ça dégénère sale, c'est quand les femmes sont là.
autour du gigot qu'elles ont cuisiné pendant qu'eux, ils dégourdissaient les patounes. Et ça dégénère, et on le comprend bien, le film le raconte très bien, parce que vieillir, c'est pas facile, parce qu'on change pas tous de la même manière au même moment. Et le personnage de François, qui est joué merveilleusement par Michel Piccoli, il se sent super jugé, il est super jugé, et il explose, et il crie sur ses copains « Je vais pas écouter toute ma vie un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer, et des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi !» On notera le n'importe quoi. Je vous emmerde tous avec votre dimanche et votre gigot à la con. Classe. François a beau les emmerder, les copains, ça reste les copains, même si les bonnes femmes finissent par plier les Gaules. Et je conçois qu'en 1974, ça vous semble lointain, alors je vais convoquer un film qui est sorti il y a vraiment quelques mois, qui s'appelle Projet Dernière Chance, de Phil Lord et Christopher Miller. C'est l'histoire, c'est un énorme blockbuster et c'est un film magnifique pour autant, c'est l'histoire du mec le plus seul au monde. Il est dans un vaisseau spatial à 11 années-lumière de la Terre, dans un autre système solaire, et il a littéralement personne à qui causer, et il doit en plus essayer de sauver la planète Terre. Dur. Et là, un alien le trouve. Un alien qui est dans la même soupe que lui, qui lui aussi doit essayer de sauver sa terre à lui. Alors, ils vont faire équipe et en fait, ils vont faire surtout amitié. Et ça va être possible parce que le héros, incarné par Ryan Gosling, est un gars doué pour l'amitié. Et ça, on l'a compris avec des flashbacks dans le film. Et rapidement, moi, j'ai complètement perdu le but, alors que c'est sauver la Terre. Peut-être parce que j'étais exclusivement préoccupée du lien de cette amitié entre l'humain et l'alien, qu'il appelle Rocky. Et peut-être le personnage de l'humain, il fait comme moi, parce que avoir un bon copain, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Mon regret sur ce film, j'en ai un seul, c'est que Rocky, l'alien, est un mâle. Ça aurait pas pu être une femme. On l'aurait appelé Roquette. Comme la salade. Non, bon, d'accord. Bref, lorsque moi je sucrerai les fraises, faites écrire sur ma tombe « Youhou, les copines, je suis là !» Merci Juliette. Juliette Arnaud, on retrouve un peu partout dans les internets. Instagram, Juliette Arnaud Pénélope, et puis toutes les chroniques en podcast et sur YouTube. Et en vrai, où est-ce qu'on peut voir Juliette Arnaud en vrai ? Eh bien, cet été, on fait une tournée, le saviez-vous ? Évidemment, tout le monde est au courant. Tournée d'été qui se passera du 16 juin au 14 juillet. On fera un petit tour de France. Vous allez avoir la carte. On a déjà communiqué sur les dates. On aura 2 émissions par semaine, les mardis et samedis. Oh là là. Prends des notes, Émeric, parce que j'ai l'impression que tu n'étais pas au courant. Mardi et samedi, de 18h à 20h. Ça ne changera pas au niveau des horaires. Ce sera entrée libre et gratuite. Voilà, ça on y tient. Ça commence donc le mardi 16 juin à Landerneau dans le Finistère et ça se terminera le 14 juillet à Busan dans les Vosges. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir en chair et en transpiration. Il est 19h35, on est toujours avec notre invité Khadija Toufik et j'avais une petite question à te poser que j'ai pas pu te poser parce que j'y ai pas pensé au tout début, mais tu as une carte de presse ? Oui. Et comment on fait pour l'avoir, cette carte de presse ? Parce qu'il y a, non, mais il y a une espèce de... Non, j'en veux pas, je n'en veux pas, que les choses soient très claires. Mais il y a une espèce de symbolique autour de cet objet. On a l'impression que les gens qui ne l'ont pas ne sont pas journalistes et ceux qui l'ont le sont automatiquement. Non, pas vraiment, même pas du tout. Une carte de presse, on l'obtient quand on travaille pour une entreprise de presse qui est reconnue comme telle. Mais on peut très bien être journaliste sans avoir de carte de presse. D'ailleurs, Louise, je sais pas, toi, t'as pas de carte de presse, je crois. Alors moi j'ai une carte de presse mais pas française parce qu'ils n'ont pas voulu de moi pour l'instant, mais j'y crois. Mais quand tu dis, c'est ça qui est intéressant, quand tu dis ils n'ont pas voulu de moi, ça veut dire qu'il y a une commission. C'est la commission, ouais. Et en fait, non, il y a. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant de qui décide de qui a une carte de presse. Il y a les commissions et les entreprises de presse, c'est-à-dire qu'il faut arriver à travailler dans une entreprise de presse et il faut être payé correctement par une entreprise de presse parce que voilà, il faut les médias payent les journalistes à hauteur du travail qu'ils font, ce qui n'est pas toujours évident. Ouais. Et donc, puis après, il y a tout un tas d'autres barrières qui font que pas tous les journalistes ont des cartes de presse. Mais c'est quoi ces barrières-là alors ? C'est ça qui est un peu, en fait, c'est un peu obscur. Il faut justifier des rémunérations, donc des salaires où on justifie qu'on a travaillé pour une entreprise de presse et il faut que il faut que ce soit plus de 50%, je crois.
C'est ça, plus 50% des revenus. de ses revenus. Des revenus, voilà. Au journalisme. Ouais, exactement. Ouais. Il faut prouver qu'on travaille à 50% pour faire qu'on fait du journalisme. Ouais. Donc après, il y a une commission qui se réunit et qui décide en gros. Juliette, tu avais une question ? Ouais, c'est une question débile, mais elle me tient à cœur. Est-ce qu'elle est matérialisée, la carte de presse ? Enfin, genre, c'est comme la carte du FBI ou... Non, je veux dire, est-ce qu'on peut la sortir, l'agiter sous le nez de quelqu'un ? Oui, on la plastifie. Oui, mais elle est grande comme ça, par contre. Regarde, Louise, elle l'a dans son portefeuille. Moi, j'ai ma carte de presse internationale ici, et du coup, souvent, j'arrive, je fais bonjour, je suis journaliste. ça sert à rien, personne ne me prend au sérieux, mais c'est stylé. Voilà. Ouais, c'est quand même stylé. Non, c'est vrai. Ouais. Toi aussi, elle est plastifiée, tout ça ? Genre, non, elle est vraie. Oui, c'est une vraie, ouais. Mais je l'ai pas là, je l'ai laissée dans mon sac. Mais mais oui, c'est une vraie. Mais elle est pas, je veux dire, elle est pas numérique ou quoi. Hein, c'est juste une carte de presse que tu peux présenter, qui peut éventuellement t'aider à aller dans des événements politiques, etc. Quoi. Oui, ça peut aider quand même à passer quelques barrières. Ouais. Il y a marqué journaliste, l'année et un petit drapeau français pour bien rappeler qu'on est en France. Voilà, c'est important. Ça, c'est quand même. Ok, merci beaucoup, Khadija et Louise pour ces réponses. On va continuer à parler de journalisme institutionnel, donc on va continuer à parler de mensonges. Et nous aussi, dans l'émission, on a une séquence mensonges. C'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, vous écoutez toujours La Dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, la reporter Khadija Toufik. On a parlé de ton travail en Cisjordanie, mais on n'a pas parlé de tes autres reportages. Tu as travaillé en Afrique également. J'ai essayé. Ah, t'as essayé ? J'ai essayé. Raconte-nous ça alors. Non, j'ai essayé de travailler au Maroc lorsqu'il y a eu la Gen Z, justement, le mouvement en octobre. Ça a été compliqué. Ah bon ? Ça m'étonne. Ça a été très très compliqué, donc pour l'instant, je pense pas avoir les épaules pour. Attends, mais raconte-nous pourquoi ça a été compliqué alors, pour se rendre sur place Parce que j'ai été harcelée sur les réseaux sociaux par des mouchards, tout simplement, pour que je ne fasse pas mon travail de journaliste. Et pourtant, j'avais juste envie d'aller poser quelques questions à des jeunes donc marocains. Ça, c'était en amont ? C'était en octobre 2025. Donc avant que juste après ma sortie de Palestine en septembre 2025. Non, mais je veux dire, avant que tu ne partes même au Maroc ? Non, c'était sur le terrain parce que je voulais faire un petit peu comme je fais en Palestine, c'est-à-dire faire beaucoup de reportages vidéo sur les réseaux sociaux, sauf qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Là, on est là, c'est pas possible, on travaille pas comme ça. Attends, ça veut dire que c'est plus facile de travailler en Cisjordanie quasiment qu'au Maroc ? Ah ouais, bien sûr. C'est très contre-intuitif. Mais c'est beaucoup plus facile de travailler en Cisjordanie occupée que de travailler dans des pays du Maghreb ou des pays arabes. Non, mais vous avez vu ce qui s'est passé pour le journaliste Jamal Khashoggi, qui était saoudien, donc dissident. Non, ça peut être très dangereux. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler de Christophe Glaise aussi, qui est à ce jour toujours dans les geôles algériennes pour avoir fait son travail de journaliste. Donc c'est très très difficile de travailler dans les pays du Maghreb. On ne travaille pas comme ça. Ouais. Donc tu es arrivé sur place et tu es resté combien de temps ? Après, je suis restée pour rester avec ma famille. Mais dès que tu sortais ta caméra, tu sentais que c'était ton axe ? Oui, en fait, c'est les réseaux sociaux, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Et voilà, il y a eu des coups de pression. On m'a fait comprendre qu'il valait mieux pour moi ne pas travailler au Maroc, tout simplement. Ça, c'est une question que je voulais te poser aussi. Mais oui, je suis d'origine marocaine, pour info aussi. Donc, c'est très compliqué de travailler dans des pays du Maghreb. Et quel reportage t'aimerais faire alors ? Alors moi, j'aimerais bien aller au Soudan. Ok, toujours dans les endroits un peu chill. Voilà, exactement. Pour les vacances ou pour le boulot ? Mon rêve là, c'est devenu un rêve. C'est devenu un rêve. Il y a la Grèce, sinon il y a d'autres. Oui, si on peut non, là, le Soudan, parce que c'est un conflit oublié, occulté, on n'a pas trop d'informations. Et puis là aussi, c'est compliqué parce qu'il faut avoir l'aval des autorités soudanaises. Donc, des fois, elles accordent le visa, parfois non. Donc, à voir. Je vais tenter quand même. Mais là, prochainement, je prévois d'aller au Soudan, Et quand tu prévois justement d'aller dans un pays comme ça, comment sans révéler tous tes trucs, mais tu prends contact avec des gens sur place avant ? J'imagine que tu n'arrives pas avec ta petite valise à l'aéroport Oui, là, je me prépare. Je connais des Soudanais qui sont ici en France, qui ont de la famille là-bas. Donc voilà, ça se prépare petit à petit. Pareil, c'est une histoire de réseau, de contact. Donc ça se fait très facilement. Les relations humaines sont quand même assez faciles quand on a envie. Et tu dis qu'il te faut l'aval évidemment des autorités soudanaises, mais est-ce qu'il te faut l'aval des autorités françaises ? Est-ce que tu préviens ?
Non, c'est surtout les autorités soudanaises. Il faut faire une demande de visa et elles l'accordent ou pas. D'accord, oui, t'as pas d'obligation de dire à la France, attention, je vais là-bas. Est-ce que vous pouvez me baquer, comme on dit si ça se passe mal. Non, je préfère prévenir à la limite Reporters sans frontières, le SNJ, des confrères, des consoeurs, mais je ne sais pas trop si... je sais pas si elles ont un intérêt pour moi, les autorités françaises, franchement. Oui, mais parce que comme tu peux potentiellement te mettre en danger, peut-être on peut espérer que, je mets des petits guillemets, ça se voit pas, on a la radio. Non, je dirais pas parce que peut-être que la France est impliquée dans des crimes, donc j'irai voir par moi-même. Ah oui, donc vaut mieux pas aller demander directement. Non. Tu vois, je suis pas malin. Non, il faut pas. Parce mais voilà. Il y a sûrement des choses à raconter, à vérifier. J'ai failli te mettre dans la merde là. Ça va, on est très très peu écouté par les autorités. J'irai voir. Et t'as dit que ce conflit était sous-documenté. Ouais. Et toi, justement, comment tu fais pour t'informer ? Alors, je lis beaucoup ce que la presse, donc Soudfa Média. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, ça a été créé par Ahmad Gamal. Il y a un site internet, c'est un média indépendant aussi, site internet et sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et donc, Ahmad Gamal documente très bien ce qui se passe à distance. Il est en France actuellement. Il a sa famille qui est restée au Soudan et donc on arrive à avoir un petit peu d'informations comme ça. Et qu'est-ce qui t'intéresse d'aller sur ces terrains-là ? Est-ce qu'il y a un peu aussi d'adrénaline ou des choses comme ça ? Ouais, je suis un peu accro à l'adrénaline, malheureusement. C'est vrai ? Non, mais au premier degré ? Ouais, vraiment. Ouais, je l'ai compris, j'ai commencé à le comprendre récemment, que quand c'est trop calme, je suis en stress presque. C'est pas normal. Tu l'as compris en allant consulter ? Ouais, parce que j'ai pris du temps pour moi et ce que je n'avais pas l'habitude de faire. Moi, j'aime bien quand je pense pas à moi parce que je pense que c'est aussi... je sais pas, presque une thérapie en fait de faire des zones de guerre parce qu'on oublie sa propre guerre intérieure peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas une thérapie, c'est comme l'alcoolisme. Non mais c'est des choses qui relèvent de l'inconscient, donc je sais pas trop, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux continuer à couvrir justement ces zones-là à risque et où des populations doivent pouvoir s'exprimer, trouver un espace en tout cas. Mais je sais plus. Alors c'était quoi déjà la question, pardon pour. Non, c'était ça, c'était sur l'adrénaline. Mais sur l'adrénaline, voilà. Ouais. Je parlais de ça avec un confrère palestinien de Jenin qui s'appelle Amar Manasra, qui est venu sur Paris justement pour la journée de la liberté de la presse. C'était le 3 mai. Me semble-t-il. Et donc, on en parlait et il était en stress tout au long de son séjour en France. Et du coup, ça m'angoissait aussi. Et il me disait « No action here, no action here ». Et en fait, il me disait « Il n'y a pas d'action, c'est trop calme ». Et en fait... Et du coup, je me suis dit « Oula, mais en fait, je suis un peu comme lui ». Et je me suis rendu compte qu'effectivement, peut-être que... je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de aimer l'adrénaline et c'est peut-être malsain, je sais pas du tout. Là, je suis en train de le travailler. C'est honnête, oui, c'est ça, c'est honnête vis-à-vis de toi-même. Je trouve ça plutôt sain, Et comme tu dis que tu aimes bien les zones de guerre, est-ce que tu vas suivre un peu la présidentielle quand même, ou c'est pas du tout des trucs qui t'intéressent ? Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui vont suivre cet événement. Je sais pas trop. Mais toi, tu pourrais y apporter un angle un peu différent, si je peux me permettre. C'est sûr. Mais je pense que déjà Louise Bihan va très bien le faire. Les répliques également. Donc je sais pas trop où je serai à ce moment-là. Ok. J'espère ne pas être là. Je n'aime pas l'émission. Non, mais on verra. Évidemment, si je suis là, probablement, c'est sûr. Mais j'espère franchement être sur une zone de guerre. Ok. C'est bizarre de dire ça. Oui, c'est bizarre, mais en tout cas, avec ce que tu viens de dire, ça paraît logique. Merci Radija. On se retrouve dans quelques instants. Après ça, on a besoin de faire une petite pause musicale, je pense. Dans un élan de paix, je propose d'écouter le temps béni des colonies, l'hymne d'Israël. Non. Et encore une fois, censuré par Juliette. La cancel culture. Je vais te rouler dessus, tu vas voir la censure. Allez, on va plutôt écouter un type qui dit pardon à la mère de son ex-femme pour avoir fait de la peine à sa fille. On me demande pas mon avis, j'y vais quand même. Peut-être fallait être plus direct, demander directement pardon à son ex-meuf. Après, chacun voit. Bref, c'était l'an 2000, c'était Outcast. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invitée, la reporter Radija Toufik. Et elle n'aurait pas voulu être égérie Karl Lagerfeld. Elle a préféré être égérie Karl Marx. C'est Audrey Vernon.
Dans un an, jour pour jour, s'affichera sur nos écrans le résultat de l'élection présidentielle. Dans un an, on sera fixé. Est-ce qu'on se refait un petit passage par le fascisme ou est-ce qu'on essaie une voie un peu plus miraculeuse? J'ai reçu un message sur Insta qui disait « Vivement le retour de l'Allemagne nazie quand les rues étaient propres et les femmes en sécurité. » Ah oui. Ah bon? J'ai une pote, Hannah Arendt, elle a eu 2-3 problèmes à l'époque, comme beaucoup de ses copines, comme les communistes, les artistes, les tziganes, et même la population civile allemande qui a fini bombardée, divisée, occupée. Je vois pas le cool de la période. J'ai demandé au docteur en neurosciences Albert Moukébert pourquoi cette passion de la mort et de la destruction chez une partie importante de notre espèce. Il m'a répondu « tu sais, parce qu'ils le peuvent ». C'est ma meilleure imitation d'Albert Moukébert. Elle est bien. Pourquoi se priver de résoudre les problèmes par la force? Ça a souvent été comme ça. Ça a même été la règle plutôt que l'exception. Et c'est souvent plus difficile de défendre l'exception plutôt que la règle, surtout quand on sent qu'on fait partie de la règle plutôt que de l'exception. Je réécouterai ma chronique. En juin, à Villepinte, il va y avoir le salon de l'armement Eurosatory. Tous les vendeurs et les acheteurs d'armes vont se retrouver pour trafiquer de quoi réprimer les peuples sous l'égide du ministère des Armées français, logés dans des palaces à nos frais, au mépris des traités internationaux. Ça va, les gars? Cool au niveau du respect des lois? D'ailleurs, j'ai un petit message privé pour mon avocate. C'est bon, les huissiers sont passés hier, j'ai bien reçu la convocation pour ma mise en examen. Bisous. Je vais te lire l'invitation si tu veux aller visiter Eurosatory. Dans le contexte du réarmement mondial, produire mieux, plus vite et moins cher. Eurosatory permettra aux dirigeants de trouver les solutions parfaitement adaptées à leurs problématiques. Zone de démonstration, combat en tranchées, manœuvres 3D, drones, gestion de crise. Eurosatory. Heureusement, j'ai des copains qui ont prévu d'empêcher ce salon de la honte. Dans un an, c'est le résultat de l'élection présidentielle. Et je crois que le futur influence le passé, que nos intentions créent la réalité. Oui, Aymeric, je ne crois pas seulement à la voyance, mais aussi à la physique quantique. C'est pas de l'astrologie, Pierre, c'est de la science. La physique quantique, c'est très connu. Dans un an, c'est le résultat de l'élection présidentielle. Je vais vous dire exactement ce qui se sera passé. Je vais vous demander un petit peu d'imagination. La résistance aura commencé ce week-end, grâce au printemps des luttes, qui aura empêché la bétonisation du monde. La jeunesse d'extrême droite comprend enfin que l'immigration n'est pas le sujet et que sont plutôt les data centers qui menacent de détruire leurs terres ancestrales. Leur croix celtique terrorise enfin les milliardaires et empêche la construction du campus IA de Fuju, qui menaçait 70 hectares de terres fertiles. Puis, ils partent tous en Ouganda, lutter contre Total, qui exproprie des villageois, les contraignant à l'exil. Giorgia Meloni comprend que pour empêcher l'immigration, il suffit d'abolir les frontières. Si les pauvres pouvaient s'installer partout, vivre à Paris ou à New York, est-ce qu'on ne ferait pas plus attention à ne pas rendre leur pays invivable? Comme ça, on éviterait qu'ils viennent. C'est QFD. Le commerce des matières premières est réservé aux pays producteurs. L'Afrique devient le premier fabricant de chocolat et non plus seulement de cacao. Nestlé ferme. Les bobos qui veulent du café latte doivent désormais le boire sur place après avoir traversé la Méditerranée sur une embarcation de fortune. Le salon Eurosatory est annulé grâce aux résistants du collectif Guerre à la guerre et à une mystérieuse panne électrique. Les dockers refusent de décharger les cargaisons d'armes. Le personnel des palaces n'accueille pas les militaires. Petit message personnel pour le pape Léon. Super les tweets en faveur de la Palestine et contre la guerre, mais ce serait bien d'arrêter de scroller 2 minutes et d'envoyer tes gardes suisses au Moyen-Orient. Merci. La police est dissoute et la population formée à la résistance civile. Les prisons sont abolies grâce au texte de Lélia Véron et la justice réparatrice organisée partout sur le territoire. Les 3428 milliardaires du monde sont envoyés sur l'île de Mark Zuckerberg, autonome en énergie, en électricité et en nourriture. Ils y sont déposés en jet. Les jets repartent immédiatement avec les pilotes et le personnel de Mark Zuckerberg. Le streaming est supprimé, seule la dernière est encore disponible en replay. La monnaie est abolie, on revient au don contre don. Les peuples autochtones nous apprennent à habiter une planète sans la détruire. Le travail devient bénévole, chacun fait ce qui lui plaît sans coercition. On réinvente la société contre l'État et on sort de la volonté de vaincre le mal par le mal. Dans un an, c'est le résultat de l'élection présidentielle. Le visage qui s'affichera sera le résultat de nos luttes d'aujourd'hui. Il n'est plus temps de jouer Jean Moulin, il est temps d'être Jean Moulin avant qu'il ne soit trop tard. Dans un an, j'espère que le visage qui s'affichera sera celui de la paix, de l'amour et de l'anarchie. Aux actes, donc.
Merci Audrey Vernon, merci beaucoup. Qu'on retrouve en spectacle avec Comment épouser un milliardaire les 3, 4 et 10 juin ici à l'Européen. Et cet été au Train Bleu au Festival d'Avignon. Anna Arendt, la comédie musicale le 1er juin à Rouen et à Caen le 2 juin. Et Billion Dollar Baby le 13 juin au Festival Murmure du Monde. Merci. Elle est plus longue que la chronique. Quel programme, ouais. Merci beaucoup Audrey. On est toujours avec notre invitée, la reporter Radija Toufik. On a parlé engagement, journalisme, colonisation. Mais parlons un petit peu de toi, de qui tu es, de ce qui t'a construit avec le questionnaire à Juliette. Je t'ai demandé, Radija, quelle série t'étais restée de l'enfance et tu m'as répondu la série Un, Dos, Tres. Série espagnole du milieu des années 2000. On suit une bande de jeunes gens qui intègrent une école des arts de la scène. Pour les plus vieux dans le public, nous, c'était Fame. Ça pirouette, ça apprend, ça tombe amoureux. Et c'est ça qui t'est resté. Pourtant, tu n'es pas devenue danseuse ou chanteuse, pour le moment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que t'éprouvais ? Non, ce besoin de raconter le monde. Je trouve qu'on raconte très bien aussi le monde par l'art. C'est une façon aussi de raconter, mais non, j'avais vraiment besoin d'être journaliste. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme ça. C'était plus fort que moi. J'aimais beaucoup la danse, j'aimais beaucoup le théâtre, la chanson aussi, mais après, ce que j'aimais dans Un, Dos, Tres, c'était ces petits jeunes qui débarquaient avec plein d'espoir. Surtout Pedro, lui m'a marqué parce qu'il faisait le ménage. Il m'a tellement marqué et je me reconnaissais un petit peu. Enfin, c'est le mec qui arrive, c'est un verre et puis après il se transforme en papillon. Le gars est vraiment fauché. Il est en galère, il fait le ménage à l'école, il multiplie des petits jobs à la débrouille. Et puis à la fin, il finit à Hollywood. C'était son rêve. Et puis en fait, il réalise ce qu'il a toujours rêvé de faire. Donc moi, j'aimais bien. Ça m'a beaucoup bercé, Un, Dos, Tres. Non, elle a dit la fin. Ah merde. Le spoil. Désolée. Alors, je t'ai demandé ensuite quel livre t'avait donné envie de devenir une grande personne. Alors, ça m'a fait une grosse joie puisque tu m'as répondu L'Armée des Ombres de Joseph Kessel. Ouais. C'est un roman, c'est un récit écrit pendant la Résistance, puisqu'il date de 1943, par un résistant sur la Résistance, des gens normaux qui deviennent des héros tout en continuant à s'interroger sur ce qu'ils font et comment ils le font. Moi, c'est le personnage de Mathilde, mon souvenir saillant de L'Armée des Ombres. Toi ? Moi, j'ai bien aimé tous les personnages, dont Gibier aussi, beaucoup, Gerbier. évidemment. Et donc, je trouvais que ça faisait parfaitement écho à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, d'une certaine manière, une période très sombre de l'histoire, où il y a aussi des résistants qui s'organisent pour justement faire barrage au mal. Oui, puis on voit à quel point c'est de l'artisanat. C'est du bricolage. Ouais. C'est fabriquer un réseau. Il faut. C'est plus du bricolage que de la physique quantique, justement. Ouais, complètement. Mais non, ce livre, il m'a marqué. Je l'ai lu quand j'étais au lycée, et donc je me disais qu'effectivement, on a besoin de résistants pour pouvoir faire en sorte que le monde évolue dans de bonnes conditions, et c'est ça, c'est important, et surtout aujourd'hui avec ces gouvernants qu'on a à la tête du monde. Je sais pas si on se rend bien compte de ce qui se passe. On a un Donald Trump qui bombarde comme bon lui semble Gaza, l'Iran, qui décide de qui doit mourir, qui doit vivre. Un homme uniquement intéressé par le pouvoir, les ressources minières, l'argent. Et tout autour gravitent aussi des gouvernants qui sont à sa merci. Et donc, je trouve que c'est très, très grave. L'heure est grave. Non, mais vraiment, et on a besoin de résistants aujourd'hui pour continuer à lutter et pour faire en sorte que nos enfants ou nos futurs petits-enfants puissent évoluer dans quelque chose de sain et normal, quoi. Et là où tu es contradictoire, c'est que je t'ai demandé quel film te fait beaucoup rire, et tu m'as répondu Le Gendarme de Saint-Tropez. Ouais, rien à voir. 1964, un film de Jean Giraud avec De Funès pour la première fois dans le rôle de Ludovic Cruchot. Le gendarme, c'est l'ordre, et l'ordre, c'est toujours impopulaire. Un gendarme zélé et caractériel, un père débordé et un chef pénible. C'est lequel des trois qui te fait le plus rire ? Ah, mais moi, c'est Cruchot. C'est Cruchot. Ah, mais oui, c'est les trois.
Donc c'est un gendarme qui te fait rire. Non, mais c'est Louis de Funès en fait. Mais j'ai dit le gendarme de Saint-Tropez parce que quand je suis rentrée là récemment à Toulouse, je l'ai re-regardé avec ma mère. Ah ouais. On regarde tout le temps Louis de Funès. Non, mais c'est trop bizarre, c'est vrai, c'est très étrange. Mais non, mais je suis trop. Mais pas tant que ça, C'est parce que tout. ça a quand même cartonné. Donc, Ça a il y quand même cartonné, beaucoup de gens qui ouais. se Mais retrouvent j'aurais pu citer aussi La Grande Vadrouille, Les Aventures de Rabbi Jacob. Enfin, moi, j'ai grandi, j'ai baigné là-dedans. Louis de Funès, c'est mes grands-parents aussi. Et c'est ta mère qui t'a initié à lui? Mes Les grands-parents ah qui ouais. sont arrivés du Maroc dans les années 60 et ils ont été tout de suite très fans. Et en fait, ils ont initié aussi les enfants et puis nous ensuite, quoi. Donc ça a toujours été Louis de Funès à la maison. C'est très étrange de. Mais non, franchement, c'est pas étrange du tout. Voilà. Si, c'est étrange. C'est trop bizarre, mais si, c'est chelou. Tu fais bien de parler. Reste avec nous, Émeric. Reste concentré. Merci, Juliette. Ouais. Merci, Radija, pour ces réponses. Il est 20h03. Et sur Radio Nova, toujours. L'heure à laquelle la France retient son souffle, car une odeur de transpiration et de bière chaude vient d'envahir ses narines à la France. Mais oui, c'est lui. Il est là. C'est Émeric Lomprey. Bon, allez. Ouais. Allez, l'actualité. L'actualité est chaude. Non. Elle est chaude, l'actualité, là. Non. Comme quand on sort un slip du sèche-linge et on est là, oui, c'est chaud, il est trop chaud. Je vais le mettre directement sur moi, comme ça, après, j'aurai pas d'enfant. Alors, bon, l'actualité, là, c'est le festival de Cannes. C'est bon, j'ai pas mal réfléchi là, et j'ai réfléchi. Pourquoi ça agace Pourquoi ça agace? Non, parce que je me suis dit c'est quand même cool de faire la promotion du 7e art, quoi. Quand même, c'est le 7e art, hein, le cinéma. Hein. Dans l'ordre, c'est architecture, sculpture, luxure, avarice, grincheux, hacho, mais cinéma. Si je faisais mes chroniques à Europe 1, ils seraient là. Ah ouais. Ah, on apprend des choses. Alors. Pour que ça agace moins Cannes, moi je pense qu'il faudrait pas le faire à Cannes. Mais tu le fais à Charleville-Mézières, quoi. Tu vois? Tu sais, là on rapproche le cinéma. Alors je dis pas que c'est pas beau, hein, Charleville-Mézières. Il faut être très grand pour voir la mer, quoi. C'est ça que... Non, mais à Cannes, tu vois, c'est fastueux. Il y a la mer, il y a des yachts, il y a des palmiers, des sapins, 20 000 boules, du champagne. Ils mettent un tapis dehors pour pas que les petits souliers de Gilles Lelouch ils soient sales. Alors qu'à Charleville-Mézières, tu mets pas de tapis dehors. Hein, sinon, t'es là, bah voilà. Il y a plein de poils de sanglier maintenant. Bien, bravo Dominique. On va le rentrer, aide-moi à le rouler. On va le ranger dans le C15. Allez, hop. Allez, dépêche-toi, je dois aller chercher Brad Pitt à la gare. Allez. Je vais lui montrer les bords de la Meuse avant de l'emmener aux compagnies. Et la Meuse, putain, le nom du fleuve, on dirait un fait divers. Non, mais... En plus, Cannes, c'est un festival qui a été créé par la CGT, hein. Pas sûr qu'il y a encore beaucoup la CGT à Cannes, quoi. Hein. Bon, les gars, allez, les gars. Bon, Ludo, pour la manif cet après-midi, faut quelqu'un qui ouvre, quelqu'un qui ferme. On se met l'un derrière l'autre, d'accord? Non, mais Cannes, c'est trop bling-bling, quoi. Pourquoi ils s'habillent tous comme s'ils allaient se marier, quoi? Je veux dire, c'est... parce qu'en fait, le cinéma, le mariage, de la caméra... Ta gueule, Maïwen, ta gueule! Putain, je peux te dire que si chacun s'habillait comme Guillaume ou Pierre, ce serait beaucoup plus cool, quoi. C'est neutre. Franchement, les gars, à chaque fois, vous êtes habillés neutre. Il n'y a jamais un petit coup de folie, quoi. C'est vrai, si vous habillez, c'est un moment de la journée, ce serait 14h. C'est vrai que 14h, c'est neutre, quoi. Il se passe jamais rien à 14h. T'as fait quoi hier à 14h? Rien? Ouais. Ah si, je suis allé acheter des fringues. Merci, Guillaume. Non, et puis les acteurs, ils sont énervants, là. Tu les vois en interview à chaque fois parler de leur personnage. Ils sont là, moi, mon personnage, je l'ai construit. Jean Moulin, c'est pas un antifa. Enfin, c'est quelqu'un de libre qui faisait des très bonnes crêpes. Attention, je critique Cannes, mais j'y suis allé, moi. J'y suis allé. Enfin, je suis allé à la quinzaine des réalisateurs, quoi. C'est pas trop... C'est le off, quoi. Oh, c'est pas du champagne, c'est du crément. C'est pas du caviar, c'est du tarama, quoi. Président du jury, c'est Vincent Lagaffe. Bon. Mais... Non. Mais c'est jamais vrai, mes chroniques, hein, Juliette. Attends, Juliette, t'es en train de fact-checker les chroniques d'Émeric. Mais ça va finir en burn-out. Ne faites pas ça chez vous. Oh putain. Et c'est le premier truc qui te choque dans la chronique. J'ai envie de dormir. Allez, on avance.
Non, mais par contre, là-bas, dans la quinzaine, il y a toujours les mêmes connards qui sont là. Vous avez vu le dernier Jim Jarmusch? J'avais vu, c'est fou cette capacité qu'il a à rendre le réel vivant. Vous connaissez Jim Jarmusch, le public là? Connaissez... Oh, le public là! Oh putain, à part Mélenchon et Mona Chollet, ils connaissaient rien, je te jure. En même temps, je critique, mais moi, pendant 4 jours, je te jure, j'étais là. Mais c'est qui ce Gérard Mouche? En termes de violence symbolique, j'étais bien. Déjà qu'ici, je suis à la traîne, alors imagine là-bas, tu vois. Emmerich, t'en as pensé quoi du verbatim? Je préférais le crément. Alors l'année prochaine, fini Cannes, maintenant sera le festival de Charleville-Mézières. Malo, l'hymne du festival. 1, 2, 1, 3, 4, la jeunesse en mer. Merci d'avoir écouté. Merci Emmerich Lomprey, merci les Berruriers Noirs. Merci Emmerich, qu'on peut applaudir bien fort. Merci. Et qu'on retrouve en spectacle, en duo, avec Pierre-Emmanuel Barré, 1h30, c'est en tournée partout en France. À partir de janvier, la billetterie est ouverte, 20 minutes de spectacle sont déjà écrites. Il nous reste quelques petites secondes avec notre invitée, la reporter Radija Toufik, le temps de lui poser quelques petites dernières questions. Radija, tiens-toi prête. On commence avec Pierre. Oui, Radija, tu dis que t'aimes aller en zone de guerre. Si t'avais le choix, tu préférerais l'appart d'Emmerich au Nouvel An ou les chiottes de Gérard Larcher à Noël? Pas évident. Ah non, je pense l'appart. L'appart d'Emmerich quand même. Ouais, Moi aussi. Emmerich, est-ce que t'as les... Oui, alors pourquoi mon appart? Tu n'as pas travaillé, Emmerich. Tu n'as pas travaillé les questions. Et j'ai fait d'autres trucs. C'est-à-dire? Bon, on verra. J'ai fait une belle paléo, là, vous allez voir. D'accord, très bien. Juliette. Ok, moi je m'en remets pas quand même de Undo Stress. Il faut que tu choisisses chanteuse, danseuse ou comédienne. Comédienne. Ah! Oh, question, Radija. Est-ce que tu préfères manger des frites avec David Pujadas ou des pneus avec Rima Hassan? Non, des pneus avec Rima Hassan. Des pneus avec Rima Hassan. Très bien, Pierre-Emmanuel. Oui, tu dis que tu as grandi en regardant le JT de TF1. Est-ce que tu dirais que tu t'en es bien sorti? Ouais, quand même. C'est ce que je trouve aussi. Emmerich, est-ce que du coup, tu as eu le temps de réfléchir à une question? Et toujours pas. Est-ce que ça va? Ah, ouais, ça va. Ok. Juliette. T'es quand même obligé de suivre l'élection présidentielle, mettons. Tu peux pas. Quel candidat ou candidate tu choisis de suivre? Ah. Il y a eu soufflage de Emmerich, mais bon. Non, un candidat de la gauche. Impossible, à la droite, je peux plus. Ah ouais, Gabriel Attal. Je laisse ça parce que les médias mainstream le font déjà très bien, donc voilà. Et dernière question, Albert Londres a dit à propos du journalisme, notre métier n'est pas de faire plaisir non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Oui. Si tu devais porter la plume dans Pascal Praud, où la porterais-tu? Je pense que je garde cette réponse. Très bien, ok, Joker. On finit sur un Joker. Merci Radija Toufik d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Allez voir son travail sur les réseaux sociaux, sur Blast. Allez la soutenir. Merci, envoyez-nous de la force. Merci à ton invité Louise Billan, Espace Média, je rappelle, allez voir également, bravo pour le taf. Merci Arnaud Aymar, Audrey Vernon, Célia Pellouet d'avoir été avec nous. Toute l'équipe de l'Européen, Seb Barnabé, Julia, Lindsay, Sonny, Marvin et Lucas qu'on peut applaudir. Toutes les équipes techniques de Radio Nova. Fred, Malo, notre réalisateur, Lulu, Paul et Julien la technique. Mano, Loris, Ninon, Liona pour la prod. Christian pour la programmation musicale. Colline, Élise, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux. Les équipes vidéo de Goodway, Benjamin, Alban. Et il me semble bien que c'est son anniversaire. Et Tristan et notre rédacteur en chef, Ramzi Assadi également. Et Emmerich Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud. Et Guillaume Maurice. Mais oui. Tout de suite sur Radio Nova, vous retrouvez David Blo pour le Nova Club. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien, informez-vous bien. Et vivement la dernière. La dernière.